Un millionnaire sur le point de mourir se déguisa en mendiant et demanda de l'aide à la porte de sa propre entreprise pour léguer toute sa fortune à celui qui l'aiderait. Quelques jours plus tard, la femme de ménage qui venait d'être licenciée s'approcha et prononça 3 mots qui le firent pleurer comme un enfant. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Henry Wallace se réveilla dans un lit d'hôpital sans comprendre comment il était arrivé là. La dernière chose dont il se souvenait, c'était d'être dans son bureau en train de signer des documents importants. La lumière blanche de la chambre lui faisait mal aux yeux, et un bourdonnement constant de machines surveillant ses signes vitaux l'entourait. À 60 ans, il avait toujours été fier de sa santé impeccable, n'ayant jamais fumé, buvant avec modération et effectuant des bilans de santé annuels, ce qui rendait la situation actuelle encore plus déconcertante. Il tenta de se lever, mais sentit une faiblesse extrême qui le fit renoncer immédiatement. « Où suis-je ? Que m'est-il arrivé ?» demanda-t-il à l'infirmière qui venait d'entrer dans la chambre. La femme en uniforme blanc ajusta la perfusion dans son bras et vérifia les moniteurs avec des gestes précis et professionnels. Elle nota quelques chiffres sur une planchette avant de se tourner vers lui avec un sourire doux mais prudent. Henry remarqua qu'elle évitait le contact visuel direct, comme si elle savait quelque chose qu'il ignorait encore. Ses mains tremblaient légèrement en attendant sa réponse. « Vous êtes à l'hôpital Saint-Christophe depuis 2 jours, Monsieur Wallace. Vous vous êtes évanoui dans votre bureau et avez été transporté d'urgence ici. Le médecin viendra vous parler sous peu, dit-elle d'une voix douce. » Henry essaya de traiter l'information tout en observant son environnement, remarquant l'équipement sophistiqué et le décor coûteux qui indiquait qu'il se trouvait dans l'aile privée du meilleur hôpital de la ville. Son esprit d'homme d'affaires se mit immédiatement à calculer combien d'affaires importantes il avait manqué en 2 jours d'absence, combien de réunions avaient été annulées et combien de décisions étaient en suspens. Les murs beige ornés de peintures abstraites tentaient de rendre l'environnement moins hospitalier, mais l'odeur de désinfectant révélait la réalité. Sa main chercha instinctivement le téléphone portable qu'il gardait toujours à portée de main. 2 jours ? Mais j'ai une entreprise à diriger. Je dois sortir d'ici immédiatement. Où est mon téléphone ? Protesta-t-il, essayant à nouveau de se lever. L'infirmière posa doucement sa main sur son épaule, l'empêchant de faire des efforts inutiles. Elle plaça la planchette dans le support au pied du lit et ajusta l'oreiller pour qu'il soit plus à l'aise. Ses gestes étaient efficaces, mais il y avait dans sa manière de faire une compassion qu'Henry ressentait rarement dans son monde professionnel. La femme se dirigea vers la table de chevet et ouvrit le tiroir. « Vos affaires sont ici, mais le médecin a demandé que vous évitiez tout stress. S'il vous plaît, reposez-vous. Le docteur Miller arrive, insista-t-elle avant de partir. » Henry jeta un nouveau regard autour de la chambre, remarquant maintenant l'absence totale de visiteurs. Pas de fleurs, pas de cartes, juste le silence stérile de l'environnement hospitalier. La table à côté du lit était vide, à l'exception d'un verre d'eau et de la sonnette pour appeler le personnel soignant. Il n'y avait aucun signe que quelqu'un se soit assis dans le fauteuil de l'accompagnant, pas de manteau oublié, pas de magazine feuilleté par une personne attendant son réveil. La solitude de l'endroit était presque palpable. Est-ce que quelqu'un de l'entreprise est venu me voir ? Au moins ma secrétaire. Quelqu'un a-t-il demandé de mes nouvelles ? Demanda-t-il lorsque l'infirmière revint pour vérifier la perfusion. L'infirmière consulta une planchette accrochée à la porte, parcourant du doigt les notes de visiteurs des 2 derniers jours. Son visage trahit un subtil embarras lorsqu'elle réalisa à quel point la liste était courte. Elle s'éclaircit la gorge avant de répondre, clairement mal à l'aise d'être la porteuse de cette information. Henry connaissait déjà la réponse avant même qu'elle ne parle. Vos cousins, Lawrence et Milton, sont venus signer des papiers pour l'assurance médicale. Ils sont restés environ 15 minutes. Votre secrétaire a appelé plusieurs fois pour prendre des nouvelles de votre état, dit-elle, essayant d'adoucir la situation. Henry sentit un vide dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec son état physique. C'était la prise de conscience brutale qu'il avait bâti un empire, mais qu'il était complètement seul au moment où il avait le plus besoin de soutien. Il passa les mains sur son visage et remarqua qu'il avait maigri. La barbe de 2 jours lui donnait une apparence négligée qu'il ne se serait jamais permise en temps normal. Il regarda ses mains et vit qu'elles étaient trop pâles, avec des veines très visibles, comme si quelque chose consumait sa vitalité de l'intérieur. Le miroir de la salle de bain adjacente reflétait un homme qu'il peinait à reconnaître. Lawrence et Milton, bien sûr. Ils doivent être en train de calculer combien ils hériteront si je meurs. Je parie qu'ils ont déjà consulté des avocats, murmura-t-il amèrement. La porte s'ouvrit et le docteur Miller entra,
portant un dossier volumineux contenant des examens et des rapports, son visage sérieux laissant déjà présager que les nouvelles ne seraient pas bonnes. C'était un homme d'âge mûr aux cheveux grisonnants et aux lunettes à fine monture, avec la posture de quelqu'un habitué à annoncer de mauvaises nouvelles, mais qui n'y était jamais devenu insensible. Il tira une chaise et s'assit près du lit d'Henri, ouvrant le dossier et organisant les papiers sur la table. Il prit une profonde inspiration avant de commencer à parler. « Monsieur Wallace, nous devons parler de vos analyses. Malheureusement, j'ai des nouvelles difficiles à vous communiquer, dit-il d'une voix grave mais compatissante. Henri se redressa dans son lit, son instinct d'homme d'affaires lui dictant de faire face à n'importe quel problème de front, sans détour ni faux fuyant. Il avait bâti un empire en prenant des décisions difficiles et en affrontant les crises. Ce ne serait qu'une de plus à résoudre. Il croisa les bras et regarda directement le médecin, se préparant mentalement à n'importe quel diagnostic. Des années de négociations difficiles lui avaient appris à garder son sang-froid en toute situation. « Vous pouvez parler franchement, docteur. Je préfère connaître toute la vérité d'un coup. Qu'ont révélé les examens ?» demanda-t-il fermement. Le médecin ajusta ses lunettes et prit une feuille spécifique avec les résultats des analyses de laboratoire, pointant des chiffres et des graphiques qui, pour Henri, ressemblaient à des hiéroglyphes incompréhensibles. Les mains du docteur Miller tremblaient légèrement tandis qu'il expliquait chaque altération trouvée, chaque valeur anormale, chaque indicateur qui menait à la même conclusion dévastatrice. Il utilisa des termes simples, évitant le jargon médical inutile, mais la gravité de la situation était impossible à dissimuler. Henri observait plus le visage du médecin que les papiers. « Monsieur Wallace, vous êtes atteint d'une leucémie aiguë. C'est un type de cancer du sang agressif qui a progressé très rapidement, révéla lentement le médecin. Henri eut l'impression que l'air avait été aspiré de la pièce, le mot leucémie résonnant dans son esprit comme une sentence. Toutes ses réussites, tout son argent, tout son pouvoir, rien de tout cela n'avait d'importance face à ce mot. Il regarda de nouveau ses mains, comprenant maintenant la pâleur, la faiblesse, les signes qu'il avait ignorés ces dernières semaines, les attribuant au surmenage. Son esprit rationnel tentait de traiter l'information tandis que son cœur battait de manière irrégulière. La leucémie, mais comment ? J'ai fait des examens il y a 6 mois et tout était normal. Il doit y avoir une erreur, protesta-t-il, niant la réalité. Le docteur Miller secoua la tête négativement, montrant d'autres analyses, d'autres preuves irréfutables qu'il n'y avait pas d'erreur. Il expliqua que ce type spécifique de leucémie pouvait se développer rapidement, parfois en quelques semaines, et que les symptômes initiaux étaient facilement confondus avec de la fatigue ou du stress. Henri avait ignoré les signes, les vertiges occasionnels, la fatigue extrême, les petites taches violettes qui apparaissaient sans raison. Tout prenait sens maintenant, rétrospectivement. Malheureusement, il n'y a pas d'erreur. Nous avons refait les tests 3 fois pour en être sûrs. La maladie est à un stade très avancé, confirma le médecin avec regret. Henri ferma les yeux un instant, essayant d'absorber le choc de la nouvelle. Toute sa vie avait été une question de contrôle, de planification de chaque mouvement, de construction et d'expansion. Maintenant, quelque chose de totalement hors de son contrôle le détruisait de l'intérieur. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il y avait en eux une détermination de fer, la même qu'il utilisait dans les négociations impossibles. Il n'accepterait pas la défaite sans se battre. Très bien. Alors quel est le traitement ? Chimiothérapie, radiothérapie ? Combien ça va coûter ? Je paierai ce qu'il faudra, dit-il avec urgence. Le médecin prit une autre profonde inspiration, se préparant clairement pour la partie la plus difficile de la conversation. Il prit une autre série d'examens, ceux-ci montrant des images et d'autres chiffres qui peignaient un tableau encore plus sombre. Ses mains s'entrelacèrent tandis qu'il choisissait les mots justes pour expliquer ce qui devait être dit. Henri remarqua l'hésitation et sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Monsieur Wallace, la situation est plus critique que cela. La leucémie a causé des dommages étendus. Votre corps ne supporterait pas une chimiothérapie traditionnelle à ce stade, expliqua-t-il avec précaution. » Henri se pencha en avant, ses mains agrippant les draps avec une force telle que ses jointures blanchirent. Il avait bâti sa fortune en trouvant toujours des solutions alternatives lorsque la voie évidente était bloquée. Il devait sûrement y avoir quelque chose, un traitement expérimental, un spécialiste dans un autre pays, un espoir, aussi infime soit-il. Son cerveau calculait déjà les possibilités, les contacts qu'il pouvait activer, les services qu'il pouvait réclamer. Alors, que peut-on faire ? Il doit y avoir des alternatives. J'ai des ressources illimitées, docteur, insista-t-il avec un désespoir croissant.
Le docteur Miller hocha la tête, comprenant le besoin d'Henri d'avoir un espoir, un plan d'action. Il prit un dernier document, celui-ci décrivant la seule procédure qui pouvait sauver la vie de l'homme d'affaires. C'était une chance minime, mais c'était une chance, et parfois c'était tout ce dont un patient avait besoin pour continuer à se battre. Il posa le document sur la table entre eux. Il y a une option, une greffe de moelle osseuse. Nous devrions trouver un donneur compatible et effectuer la procédure immédiatement, dit-il prudemment. Henri s'accrocha à cette possibilité comme un naufragé à un morceau de bois flottant. La greffe de moelle osseuse était quelque chose de concret, quelque chose qui pouvait être fait, un problème qui pouvait être résolu. Son esprit se mit immédiatement à élaborer des plans, des personnes à contacter, des hôpitaux spécialisés, des banques de moelle internationales. L'argent n'était pas un problème. Il paierait n'importe quelle somme pour trouver un donneur. Parfait. Alors, faisons-le. Testez mes cousins, mes employés, n'importe qui. Je paierai 1 million à celui qui sera compatible, déclara-t-il avec une énergie renouvelée. Le médecin leva la main, demandant le calme, puis lâcha la bombe finale qui allait tout changer. Ses yeux montraient une compassion sincère alors qu'il détruisait les derniers espoirs pratiques d'Henri. Le silence dans la chambre était presque palpable tandis qu'il se préparait à parler. Henri sentait déjà que d'autres mauvaises nouvelles arrivaient. « Monsieur Wallace, je dois être complètement honnête. Avec la progression actuelle de la maladie, il vous reste 48 heures au maximum. Même si nous trouvions un donneur, les chances sont infimes, révéla-t-il d'une voix lourde. La pièce sembla tourner autour d'Henri alors qu'il assimilait l'information. 48 heures, 2 jours. Après 60 ans de vie, il ne lui restait que 2 jours. Tout son empire, toutes ses réalisations, tout devenait insignifiant face à la brièveté brutale du temps qui lui restait. Il regarda par la fenêtre et vit la ville à l'extérieur poursuivre sa routine normale, indifférente à son sort. 48 heures, c'est tout. Ce n'est pas possible, murmura-t-il d'une voix brisée. Le docteur Miller confirma d'un signe de tête solennel, expliquant que la leucémie avait compromis des organes vitaux et que le corps d'Henri défaillait rapidement. Même avec tout le soutien médical possible, c'était une course contre la montre qu'ils allaient probablement perdre. Ils avaient déjà testé ses cousins Lawrence et Milton. Aucun n'était compatible. La Banque nationale de moelle osseuse n'avait aucun donneur compatible disponible. C'était une situation pratiquement sans espoir. Nous avons testé vos cousins dès leur arrivée. Incompatibles. Les chances de trouver quelqu'un de compatible en si peu de temps sont pratiquement nulles, admit le médecin. Henri resta silencieux pendant de longues minutes, fixant le plafond blanc de l'hôpital. Toute sa vie défila devant ses yeux, non pas comme on dit que cela arrive à la mort, mais comme un bilan cruel de ce qu'il avait fait de son temps. Il avait bâti un empire commercial, mais n'avait personne à qui le léguer. Il avait des millions en banque, mais personne qui se souciait sincèrement de lui. Lawrence et Milton ne voulaient que son argent, c'était clair. Alors c'est ça. Je vais mourir seul dans cette chambre, et mes cousins hériteront de tout, demanda-t-il amèrement. C'est alors qu'une idée commença à se former dans son esprit, quelque chose de non conventionnel, mais qui lui semblait parfaitement logique à ce moment-là. S'il n'avait que 48 heures, il n'allait pas les passer allongés à attendre la mort. Il y avait quelque chose qu'il devait faire, une dernière mission pour donner un sens à tout ce qu'il avait construit. Il regarda le médecin avec une détermination qui surprit le professionnel. Henri était en train de formuler un plan. « Docteur, je dois sortir d'ici. J'ai quelque chose d'important à faire avant de mourir, annonça-t-il avec une fermeté soudaine. Le médecin protesta immédiatement, expliquant que tout effort physique pourrait le tuer encore plus vite, qu'il devait rester à l'hôpital pour avoir une chance, aussi minime soit-elle. Mais Henri avait déjà pris sa décision. S'il devait mourir, ce serait selon ses propres termes, en faisant quelque chose de significatif. Il commença à retirer les fils et les moniteurs connectés à son corps. « Je ne vais pas passer mes dernières heures à végéter dans un lit. Si je dois mourir, je veux faire quelque chose qui compte, insista-t-il avec détermination. Le docteur Miller tenta d'argumenter une fois de plus, mais vit dans les yeux d'Henri une détermination qui ne pouvait être brisée. C'était le regard d'un homme qui avait accepté son destin, mais refusait d'être passif face à celui-ci. À contre-cœur, le médecin accepta de l'aider à condition qu'Henri signe des documents déchargeant l'hôpital de toute responsabilité. Il appela l'infirmière pour qu'elle apporte les papiers nécessaires. « Si c'est ce que vous voulez vraiment, je vous aiderai. Mais je veux que vous compreniez les risques. Vous pourriez mourir à tout moment là-dehors, avertit-il sérieusement. Henri signa les documents sans hésitation,
son esprit travaillant déjà sur les détails de son plan. Il demanda des vêtements simples, quelque chose de complètement différent de ses costumes coûteux. Il voulait passer inaperçu, devenir invisible aux yeux de ceux qui le connaissaient. L'infirmière apporta de vieux vêtements qui avaient été laissés par un patient précédent, usés et rapiécés. « J'ai besoin de vieux vêtements, les plus simples que vous puissiez trouver. Et je veux que vous me salissiez le visage, que vous me décoiffiez. Je veux être méconnaissable, ordonna Henri. L'équipe médicale regarda, perplexe, Henri se transformait. Il enfila les vêtements en lambeaux, les laissa lui salir le visage avec de la terre d'un pot de fleurs, décoiffa complètement ses cheveux toujours impeccables. En quelques minutes, le puissant homme d'affaires était devenu un mendiant convaincant. Le contraste était saisissant. Personne qui le verrait ainsi ne reconnaîtrait Henri Wallace. Parfait. Maintenant, personne ne me reconnaîtra. C'est exactement ce dont j'ai besoin, dit-il en se regardant dans le miroir. Le docteur Miller fit une dernière tentative pour le dissuader, mais Henri était inflexible. Il expliqua qu'il voulait tester quelque chose, découvrir s'il y avait dans son entreprise de 500 employés quelqu'un avec une véritable bonté, quelqu'un qui méritait d'hériter de ce qu'il avait construit. C'était une façon de donner un sens à ses derniers moments, de s'assurer que son héritage irait à quelqu'un de digne. Le médecin comprit enfin sa motivation. « Vous voulez tester la bonté des gens ? Voir qui ferait preuve de compassion envers un étranger ?» demanda le médecin, commençant à comprendre. Henri confirma d'un signe de tête, expliquant son raisonnement. Il avait toujours su que les gens le traitaient bien par intérêt, pour son pouvoir et son argent. Maintenant, déguisé en mendiant, il verrait la vraie nature de ceux qui s'étaient enrichis en travaillant pour lui. Si quelqu'un montrait une véritable bonté envers une personne dans le besoin, cette personne mériterait sa fortune. C'était un test final, une façon de trouver un héritier digne. Exactement. Si je dois mourir, je veux tout laisser à quelqu'un qui a du cœur, pas à mes cousins avides, confirma Henri. Le plan était simple. Il s'assiérait sur le trottoir en face de sa propre entreprise et observerait comment ses employés réagiraient face à un mendiant dans le besoin. Il demanderait de l'aide, de la nourriture, n'importe quel geste de gentillesse. Celui qui ferait preuve d'une véritable compassion serait son héritier. Le médecin accepta d'envoyer une infirmière pour observer à distance au cas où Henri aurait besoin d'une aide médicale urgente. « Je vais me poster devant mon entreprise. Je veux voir si quelqu'un là-bas a assez d'humanité pour aider quelqu'un dans le besoin, » expliqua Henri. Avec un effort considérable, Henri se leva du lit et se dirigea vers la porte. Chaque pas était une lutte contre la faiblesse causée par sa maladie, mais sa détermination était plus grande que la douleur physique. L'infirmière l'accompagna jusqu'à l'ascenseur, clairement inquiète mais respectant sa décision. Dans le hall de l'hôpital, certaines personnes s'écartèrent de lui, le traitant déjà comme le mendiant qu'il semblait être. « C'est impressionnant comme les vêtements changent la façon dont les gens nous voient », observa Henri ironiquement. L'infirmière chargée de l'accompagner discrètement l'aida à monter dans un taxi, donnant l'adresse de Wallace Enterprise au chauffeur. Henri se blottit sur la banquette arrière, entrant déjà dans le personnage d'un mendiant sans défense. Le chauffeur le regarda avec suspicion dans le rétroviseur, mais accepta le paiement anticipé de l'infirmière. Pendant le trajet, Henri observa la ville par la fenêtre, peut-être pour la dernière fois. « Emmenez-moi à Wallace Enterprise, en centre-ville. Vous pouvez me déposer au coin de la rue » dit-il au chauffeur. Le voyage semblait à la fois éternel et trop rapide. Henri sentait son cœur s'emballer, non seulement à cause de la maladie, mais aussi à cause de l'anxiété de ce qu'il s'apprêtait à faire. Dans quelques minutes, il découvrirait s'il avait construit une entreprise avec des gens de valeur ou juste un repère d'individus ambitieux et sans cœur. Le taxi s'arrêta au coin de la rue, et Henri descendit avec difficulté, l'infirmière restant à bonne distance. « Merci. Maintenant, c'est à moi de jouer », murmura Henri pour lui-même. Marchant lentement, Henri arriva devant l'imposant bâtiment de verre et d'acier qui représentait son empire. L'ironie de la situation ne lui échappa pas, l'homme le plus riche de la ville sur le point de s'asseoir comme un mendiant devant sa propre entreprise. Il choisit un endroit près de l'entrée principale où tous les employés passeraient forcément. Il s'assit avec difficulté, s'appuyant contre le mur froid. « Voyons qui a vraiment une âme dans cette entreprise », pensa-t-il en s'installant. Le soleil de l'après-midi tapait fort, et Henri sentait déjà la soif et la fatigue de sa maladie s'intensifier, mais il était déterminé à poursuivre son test. Il observa les premiers employés passer, tous pressés, aucun ne lui jetant ne serait-ce qu'un regard. C'était comme s'il était invisible, une partie du paysage urbain que tout le monde préférait ignorer.
Certains l'évitaient même délibérément. Invisible. C'est ce que nous devenons lorsque nous n'avons ni pouvoir ni argent, réfléchit-il amèrement. Au fil des heures, la déception d'Henri ne fit que grandir. Des cadres qu'il avait personnellement promus passèrent sans même le remarquer. Des secrétaires qui recevaient de généreuses primes traversèrent la rue pour l'éviter. Les gardes de sécurité qu'il saluait chaque jour le regardaient maintenant avec suspicion. Personne n'offrit d'aide. Personne ne fit preuve de compassion. Est-il possible que parmi 500 personnes, il n'y ait pas une seule âme bienveillante ? Se demanda-t-il avec une désillusion croissante. Le soleil commençait à se coucher à l'horizon quand Henri avait perdu le compte du nombre de personnes qui étaient passées devant lui sans même lui accorder un regard. Son dos lui faisait mal à force d'être appuyé contre le mur froid du bâtiment, et la soif rendait sa gorge encore plus sèche et douloureuse. Un groupe de jeunes cadres sortit en riant bruyamment, commentant les primes trimestrielles, et l'un d'eux faillit trébucher sur Henri, mais au lieu de s'excuser, il se contenta de grogner quelque chose sur la mairie qui ne faisait pas son travail de nettoyage des rues. Henri reconnut le jeune homme comme quelqu'un qu'il avait personnellement embauché 2 ans plus tôt. « Regarde où tu t'assois, le vieux. Tu bloques le passage », cria le jeune homme en s'éloignant avec ses collègues. La déception d'Henri était presque palpable, une douleur qui rivalisait avec celle causée par la maladie qui consumait son corps. Il observa un autre groupe de secrétaires partir pour l'apéro, tout élégamment vêtus de vêtements que leur généreux salaire leur permettait d'acheter. L'une d'elles laissa tomber quelques pièces près de lui, mais quand Henri tenta de la remercier, elle précisa que c'était involontaire et ramassa rapidement l'argent. La femme chuchota quelque chose à ses amis, et elles rirent tout en montant dans un taxi. « Mon Dieu, quel dégoût ! J'ai failli le toucher en ramassant les pièces », s'exclama-t-elle en se nettoyant les mains avec du gel hydroalcoolique. Henri ferma les yeux un instant, luttant contre la nausée et les vertiges qui survenaient par vagues de plus en plus fréquentes. L'infirmière, qui l'observait à distance, fit un pas en avant, inquiète, mais Henri lui fit un signe discret de la main pour qu'elle reste à l'écart. Il n'était pas encore temps d'abandonner. Il y avait encore des employés de l'équipe de jour qui partaient. Peut-être que quelqu'un du service administratif ou de la comptabilité ferait preuve d'un peu d'humanité. « J'ai encore de l'espoir. Quelqu'un prouvera que tout n'est pas perdu », se murmura-t-il, bien que sa voix semble de moins en moins convaincue. Le garde de sécurité de l'immeuble, un homme robuste qu'Henri avait salué tous les matins pendant des années, s'approcha avec une expression hostile. L'homme s'arrêta devant Henri, croisa les bras et le fixa avec un mépris évident. Henri se souvint d'avoir augmenté le salaire de l'équipe de sécurité à Noël dernier, un geste qu'il pensait avoir été apprécié. Mais maintenant, vêtu en mendiant, il n'était qu'un problème de plus à résoudre. « Écoute-moi bien, sale mendiant. Tu as 5 minutes pour déguerpir d'ici avant que j'appelle la police. Tu fais fuir les clients », menaça le garde d'une voix dure. Henri essaya de répondre, mais sa voix ne sortit que comme un murmure rauque. La maladie faisait des ravages, et chaque mot était un effort monumental. Il leva la main dans un geste de paix, essayant de gagner du temps. Le garde renifla, irrité, mais fut rappelé à son poste pour un problème interne. Henri savait qu'il n'aurait pas beaucoup plus de temps avant d'être expulsé de force. « S'il vous plaît, juste un peu plus longtemps. Quelqu'un doit bien avoir un cœur ici, chuchota-t-il, plus pour lui-même que pour quiconque. » Les heures s'écoulèrent et le flot d'employés commença à diminuer. L'équipe de l'après-midi arrivait, et Henri observa un groupe différent de personnes s'approcher. C'était le personnel de nettoyage et d'entretien, vêtus d'uniformes simples et transportant leur matériel de travail. Ils marchaient moins pressés que les cadres, parlant entre eux de la vie quotidienne, des enfants, des difficultés du mois. Henri sentit une petite lueur d'espoir. Peut-être que ceux qui connaissent les difficultés sont plus compatissants envers ceux qui souffrent, pensa-t-il en regardant le groupe approcher. Une dame âgée du groupe remarqua Henri et chuchota quelque chose à une collègue plus jeune. Les 2 femmes se regardèrent avec une expression qui mêlait pitié et résignation. La plus âgée chercha quelque chose dans son sac, mais la plus jeune lui retint le bras et secoua la tête négativement. Elles passèrent devant Henri et il entendit des bribes de leur conversation sur le fait de ne pas avoir assez d'argent, même pour elle-même. La dame âgée se retourna une fois avec un regret sincère dans les yeux. « Désolé, monsieur. Si j'avais quelque chose, je vous le donnerais, mais je n'ai rien non plus, » dit-elle d'une voix triste avant d'entrer dans le bâtiment. Henri hocha la tête en signe de compréhension, reconnaissant que la femme aurait probablement aidé si elle avait pu. C'était la première fois en des heures que quelqu'un reconnaissait au moins son humanité, même sans pouvoir l'aider matériellement. Mais cela ne changeait rien au fait qu'il n'avait toujours pas trouvé ce qu'il cherchait,
Quelqu'un prêt à faire un véritable sacrifice pour aider un étranger. Le soleil s'était déjà complètement couché, et les lampadaires commençaient à s'allumer. Peut-être que j'attendais trop de l'humanité, réfléchit-il avec une amertume croissante. C'est alors qu'Henri remarqua une femme qui s'approchait d'un pas ferme mais fatigué. Elle portait l'uniforme simple de l'équipe de nettoyage, et ses cheveux bruns étaient attachés en un chignon pratique sous la casquette réglementaire. Il y avait quelque chose de différent dans sa posture, une dignité qui transcendait sa position humble. Evelyne avait 45 ans et portait sur son visage les marques d'une vie de dur labeur. Mais ses yeux brillaient d'une gentillesse qu'Henri n'avait vue chez aucun des cadres bien payés. « Bonsoir, monsieur. Est-ce que ça va, monsieur ?» demanda-t-elle en s'arrêtant devant lui avec une préoccupation sincère. Henri leva les yeux, surpris d'être traité avec respect plutôt qu'avec mépris ou indifférence. La femme ne s'était pas seulement arrêtée, elle le regardait vraiment, le voyant comme une personne et non comme une nuisance. Il essaya de répondre, mais sa gorge était si sèche que seul un murmure rauque sortit. Evelyne s'agenouilla immédiatement à côté de lui, sans se soucier de salir son uniforme propre sur le sol poussiéreux. Elle lui toucha doucement l'épaule, vérifiant s'il était conscient et lucide. « Avez-vous besoin d'eau, de nourriture ? Puis-je appeler une aide médicale ?» offrit-elle avec une urgence sincère dans la voix. Henri fit un effort suprême pour former les mots, chaque syllabe une bataille contre l'extrême faiblesse qu'il ressentait. Ses mains tremblaient violemment, et il pouvait à peine garder les yeux ouverts, mais il devait faire sa demande. La faim qu'il ressentait n'était pas seulement physique, mais un besoin désespéré de confirmer que la bonté existait encore dans le monde qu'il s'apprêtait à quitter. Evelyne attendit patiemment, sans hâte, sans l'impatience que tous les autres avaient montrée. « S'il vous plaît, un morceau de pain, n'importe quoi. »« J'ai si faim », réussit-il enfin à chuchoter. Evelyne regarda immédiatement son sac usé où elle gardait son modeste encas. C'était un simple sandwich jambon-fromage préparé avant l'aube, avant de quitter la maison, son seul repas jusqu'à la fin de son service à 22 heures. Son estomac protestait déjà car elle avait sauté le déjeuner pour aider une collègue malade à terminer sa section. Mais en regardant cet homme clairement dans une situation pire que la sienne, il n'y eut aucune hésitation. « Bien sûr, monsieur. Attendez un instant. Je vais vous chercher quelque chose, » dit-elle en se levant rapidement. Evelyne entra dans le bâtiment et se dirigea directement vers la petite cafétéria du personnel de nettoyage. Elle ne prit pas seulement son sandwich, mais utilisa aussi la dernière pièce qu'elle avait dans son portefeuille pour acheter une tasse de café chaud au distributeur automatique. C'étaient les 3 riers qu'elle avait mis de côté pour le ticket de bus, ce qui signifiait qu'elle devrait marcher plus d'1 heure pour rentrer chez elle après son service. Mais cela n'avait pas d'importance à ce moment-là. Elle réchauffa le sandwich au micro-ondes pour le rendre plus réconfortant et mit le tout dans un sac propre. Cet homme en a plus besoin que moi. Je peux supporter la faim, mais il semble être à bout de force, pensa-t-elle en se dépêchant de revenir. Quand Evelyne sortit du bâtiment, elle trouva Henri encore plus mal en point. Il était penché sur le côté, luttant clairement pour rester conscient. Elle laissa immédiatement tout tomber par terre et le soutint par les épaules, l'aidant à se redresser. Avec des gestes précautionneux, elle ouvrit le café et le porta à ses lèvres, l'aidant à boire de petites gorgées. Le liquide chaud sembla le ranimer un peu, et Henri réussit à fixer ses yeux sur elle. « Doucement, monsieur, buvez d'abord le café pour vous réchauffer. Ensuite, vous pourrez manger, » lui dit-elle avec la même patience qu'elle utilisait pour s'occuper de sa vieille mère. Henri but le café progressivement, sentant la chaleur se répandre dans son corps froid. Evelyne déballa ensuite le sandwich et le cassa en petits morceaux, pour lui faciliter la tâche. Elle ne montra aucune hâte, ne regarda pas l'horloge, ne sembla pas se soucier que son service ait déjà commencé. Toute son attention était concentrée sur le fait que cet homme dans le besoin reçoive de l'aide. Entre 2 bouchées de sandwich, elle conversait doucement avec lui. « Je m'appelle Evelyne. Vous vivez dans la rue depuis longtemps ? Avez-vous de la famille ? Quelqu'un que nous pourrions contacter ? » demanda-t-elle avec un intérêt sincère. Henri mangeait lentement, non seulement à cause de la difficulté physique, mais parce qu'il était profondément ému par le geste d'Evelyne. Chaque bouchée était assaisonnée des larmes qu'il ne pouvait retenir. Voici quelqu'un qui n'avait pas grand-chose, mais qui était prêt à partager le peu qu'elle avait, quelqu'un qui le traitait avec dignité et respect, sans savoir qui il était ni ce qu'il pouvait offrir en retour. C'était exactement ce qu'il avait cherché pendant toutes ces heures. « Merci. Vous êtes très gentil. Vous n'aviez pas à faire ça, » murmura-t-il entre les bouchées. Evelyne sourit, un sourire sincère qui illumina son visage fatigué. Elle ajusta mieux sa position contre le mur,
s'assurant qu'il était à l'aise. Ses mains étaient calleuses à cause du dur labeur, mais ses gestes étaient doux et prévenants. Elle remarqua que ses mains tremblaient trop, et commença à l'aider à tenir le sandwich. À aucun moment elle ne montra de dégoût ou d'hésitation à toucher un sans-abri sale. « Ne me remerciez pas. Nous avons tous besoin d'aide parfois. Aujourd'hui, c'est vous. Demain, ce pourrait être moi, répondit-elle avec simplicité. C'est à ce moment-là qu'Evelyn réalisa à quel point Henry était vraiment malade. Sa peau était trop pâle, avec une teinte grisâtre qu'elle reconnut de l'époque où elle s'était occupée de son père avant son décès. Il y avait quelque chose de plus que la simple faim ou le froid qui affligeait cet homme. Elle toucha doucement son front et sentit qu'il était fiévreux. Ses yeux montraient un épuisement profond, celui qui vient de l'intérieur, pas seulement de la fatigue physique. « Monsieur, vous êtes très malade. Vous devez aller à l'hôpital. Je peux appeler une ambulance, offrit-elle avec une inquiétude croissante. Henry secoua la tête négativement, faiblement, en tenant la main d'Evelyn. Il y avait quelque chose qu'il devait lui dire, quelque chose d'important sur son héritage, sur son avenir, mais les mots semblaient s'échapper de son esprit embrumé. Il la regarda dans les yeux et vit quelque chose qu'il n'avait vu chez personne d'autre ce jour-là, une véritable compassion, une bonté sans arrière-pensée. Evelyn ne savait pas qu'il était riche. Elle n'attendait rien en retour. Elle était là simplement parce que c'était la bonne chose à faire. Vous êtes différente. Je dois vous dire quelque chose, commença-t-il avec grand effort. Mais avant qu'il ne puisse continuer, une voix stridente déchira l'air comme un rasoir. Stanton, le superviseur de l'équipe de nettoyage, était sorti du bâtiment et se tenait les mains sur les hanches, le visage rouge de colère. C'était un homme petit et trapu, compensant son manque de taille par de l'agressivité et de l'autoritarisme, ses petits yeux cruels fixés sur Evelyn avec une satisfaction évidente d'avoir trouvé quelque chose à critiquer. « Evelyn, qu'est-ce que tu fiches là à ne rien faire? Ton service a commencé il y a 15 minutes. Au boulot !» cria-t-il pour que tout le monde entende. Evelyn se leva rapidement mais resta entre Stanton et Henry, comme pour protéger le malade. Elle tenta d'expliquer la situation, gardant sa voix calme et respectueuse malgré la façon dont elle était traitée. Ses mains se serrèrent en poing, mais elle garda son sang-froid, sachant que toute réaction pourrait lui coûter son emploi. Stanton s'approcha, envahissant son espace personnel, son haleine de café et de cigarettes faisant reculer Evelyn. « Monsieur Stanton, cet homme est malade et affamé. J'étais juste en train de l'aider. Mon service devait commencer dans 2 minutes, expliqua-t-elle d'une voix ferme. Stanton se mit à rire. Un son désagréable qui ressemblait plus à un aboiement. Il regarda Henry avec un mépris absolu, puis reporta son attention sur Evelyn. Ses doigts boudinés pointaient alternativement vers elle et le mendiant, gesticulant violemment pendant qu'il parlait. Des années de petits pouvoirs avaient transformé Stanton en un tyran mesquin qui trouvait du plaisir à humilier ses subordonnés. « Aider. Tu perds le temps de l'entreprise avec des mendiants, et en plus, tu salis notre uniforme en t'agenouillant sur le trottoir, l'accusa-t-il, crachant presque les mots. Evelyn garda sa dignité même face à l'attaque verbale. Elle savait que Stanton cherchait n'importe quelle excuse pour exercer son pouvoir, surtout sur elle, qui ne se pliait jamais complètement à son autorité abusive. D'autres employés commencèrent à se rassembler à l'entrée, observant la scène, mais sans avoir le courage d'intervenir. Tout le monde connaissait le tempérament de Stanton et les conséquences de le contredire. « J'utilise mon propre temps et ma propre nourriture. Je n'ai nui à personne ni au travail », se défendit calmement Evelyn. Cela ne fit qu'enrager davantage Stanton. Son visage passa du rouge au violet, et une veine pulsait visiblement sur son front. Il se rapprocha encore plus d'Evelyn, essayant de l'intimider par sa présence physique. Henry tenta de se lever pour intervenir, mais ses jambes n'obéirent pas, et il ne réussit qu'à se traîner de quelques centimètres. Stanton remarqua le mouvement et rit cruellement. « Regardez ça. Le sale mendiant veut défendre la femme de ménage. Quelle scène touchante, Evelyn. Tu crées du désordre et tu ternis l'image de l'entreprise », cria-t-il encore plus fort. Evelyn regarda autour d'elle et vit ses collègues observer avec un mélange de pitié et de soulagement de ne pas être à sa place. Elle savait que chacun d'eux avait aidé de nombreuses personnes en difficulté, mais elle savait que personne ne risquerait son propre emploi pour la défendre. Le poids de l'injustice était écrasant, mais elle garda la tête haute. Elle regarda Stanton droit dans les yeux, sans peur, sans soumission. Monsieur Stanton, aider quelqu'un dans le besoin ne peut jamais être une mauvaise chose. Si cela ternit l'image de l'entreprise, alors le problème vient peut-être de l'entreprise, dit-elle d'une voix claire.
Le silence qui suivit fut assourdissant. Même la circulation de la rue sembla se calmer à ce moment-là. Stanton resta bouche bée pendant quelques secondes, n'arrivant pas à croire qu'Evelyn avait osé le confronter publiquement. Quand il retrouva enfin sa voix, elle sortit comme un rugissement. Son doigt tremblait de rage en pointant vers la rue. « Tu es viré. Prends tes affaires et dégage d'ici maintenant. » explosa-t-il de toute la force de ses poumons. Evelyn sentit l'impact des mots comme un coup de poing dans l'estomac. Cet emploi était sa seule source de revenus. Ce qui payait le loyer, la nourriture, les médicaments de sa vieille mère. Mais même ainsi, elle ne supplia pas, ne s'humilia pas. Il y avait une limite qu'elle ne franchirait pas, même pour survivre. Elle hocha lentement la tête, retira son badge et le tendit à Stanton. « Si aider quelqu'un dans le besoin est un motif de licenciement, alors je ne veux pas travailler ici, » dit-elle avec une dignité inébranlable. Stanton prit le badge avec un sourire victorieux, clairement satisfait d'avoir brisé une personne de plus. Il se tourna vers les autres employés qui observaient, utilisant Evelyn comme exemple. Sa voix prit un ton d'avertissement, une menace voilée pour quiconque pourrait penser à suivre son exemple. Quiconque perdra son temps avec des mendiants subira le même sort. Maintenant, tout le monde à l'intérieur. Le spectacle est terminé, ordonna Stanton aux spectateurs. Evelyn commença à s'éloigner, mais jeta d'abord un dernier regard à Henry. Elle se dirigea une dernière fois vers lui, ignorant les cris de Stanton lui ordonnant de partir immédiatement. Elle s'agenouilla à ses côtés et prit ses mains tremblantes dans les siennes. Il y avait des larmes dans les yeux d'Henry, non pas de douleur physique, mais d'émotion pure face au sacrifice qu'elle avait fait. Evelyn sourit, ce même sourire aimable, comme si elle n'avait pas tout perdu à l'instant. « Tout ira bien, monsieur. Quelqu'un vous aidera. N'abandonnez pas, dit-elle doucement. » Henry serra ses mains avec toute la force qui lui restait, voulant désespérément dire la vérité, révéler qui il était, la récompenser immédiatement pour sa gentillesse et son sacrifice. Mais lorsqu'il ouvrit la bouche pour parler, il sentit une vague de ténèbres envahir sa vision. L'effort, l'émotion, la maladie, tout conspira à ce moment-là. Evelyn vit ses yeux se révulser et son corps commencer à basculer sur le côté. « Non, attendez. Vous devez savoir. Je suis... » tenta de dire Henry, mais les mots se perdirent. Evelyn rattrapa Henry avant que sa tête ne heurte le sol, le soutenant avec précaution. Stanton continuait de crier pour qu'elle parte, menaçant d'appeler la police, mais elle l'ignora complètement. D'autres employés commencèrent enfin à s'approcher, certains offrant leur aide maintenant que le pire était passé. Evelyn vérifia la respiration d'Henry, sentit son pouls faible, mais présent. « Appelez une ambulance, vite !» Il s'évanouit, cria-t-elle d'urgence. Une infirmière qui observait de loin accourut enfin, s'identifiant et prenant en charge les soins médicaux. Evelyn aida à allonger Henry dans une position de sécurité en attendant l'ambulance. Stanton se retira, soudainement moins agressif maintenant qu'il y avait une véritable urgence médicale. Evelyn resta aux côtés d'Henry, lui tenant la main, même en sachant que chaque seconde passée la pouvait lui attirer plus de problèmes. « Tenez bon, monsieur. Les secours arrivent. » « Vous n'êtes pas seul, répéta-t-elle les mots qu'elle avait prononcés auparavant. Henry lutta pour rester conscient, sa vision allant et venant. Il pouvait entendre la voix d'Evelyn comme si elle venait de loin, sentir la chaleur de sa main dans la sienne. Il y avait tant de choses qu'il voulait dire, tant de choses qu'il devait expliquer. L'ironie cruelle de trouver enfin quelqu'un digne de sa fortune et de ne pas pouvoir le communiquer. « Evelyn, votre héritage. » marmonna-t-il, mais les mots étaient inintelligibles. Les sirènes de l'ambulance approchaient rapidement, fendant l'air de la nuit. Evelyn resta aux côtés d'Henry jusqu'au dernier moment, ne s'écartant que lorsque les ambulanciers prirent le relais. Elle donna toutes les informations qu'elle put aux professionnels de la santé, expliquant ce qu'elle avait observé de son état. Stanton regardait de loin, maintenant silencieux, réalisant peut-être la gravité de la situation. Il demandait à manger, mais il est très malade, fiévreux, des tremblements, très pâle. « S'il vous plaît, prenez bien soin de lui, » implora Evelyn aux ambulanciers. Evelyn monta rapidement dans l'ambulance avec les secouristes, ignorant complètement les cris de Stanton en arrière-plan, qui disaient qu'elle n'avait rien à voir avec ça. Les professionnels ne remirent pas en question sa présence, supposant qu'elle était une parente ou une proche du patient, et elle ne les corrigea pas. Elle s'assit sur la petite banquette à côté du brancard où Henry était allongé, les yeux fermés et la respiration irrégulière assistée par un masque à oxygène. Un des secouristes connecta des électrodes à sa poitrine tandis que l'autre préparait une poche de perfusion. « Madame, depuis combien de temps est-il comme ça ?
Savez-vous s'il a des maladies? Demanda le plus jeune secouriste en vérifiant ses signes vitaux. Evelyne tenait la main d'Henri pendant que l'ambulance accélérait dans les rues, la sirène fendant le trafic nocturne. Elle pouvait sentir à quel point sa peau était froide, comme si la vie s'échappait lentement de lui. Le moniteur cardiaque émettait des bips irréguliers, et elle n'avait pas besoin de comprendre la médecine pour savoir que ce n'était pas bon signe. Elle observa son visage plus attentivement maintenant, sous la lumière vive de l'ambulance, et remarqua des détails qu'elle avait manqués dans l'obscurité de la rue. Il demandait à manger il y a environ une demi-heure. Il tremblait beaucoup, était fiévreux. Il a essayé de me dire quelque chose d'important avant de s'évanouir, répondit-elle en serrant doucement sa main. Le secouriste plus âgé prit une expression inquiète en vérifiant les pupilles d'Henri avec une petite lampe de poche. Il échangea un regard significatif avec son collègue et augmenta le débit d'oxygène. L'ambulance prit un virage serré et Evelyne dut se tenir pour ne pas tomber, mais elle ne lâcha pas la main d'Henri. Elle remarqua que même inconscient, ses doigts semblaient répondre légèrement à son contact, comme si, à un certain niveau, il savait qu'il n'était pas seul. Pression très basse, pouls irrégulier. Dites à l'hôpital que nous arrivons avec un cas potentiellement critique, ordonna le secouriste senior au plus jeune. Le trajet jusqu'à l'hôpital sembla à la fois éternel et trop rapide. Evelyne observa chaque respiration difficile d'Henri, chaque mouvement des secouristes essayant de le stabiliser. Elle se mit à murmurer une prière doucement, demandant un miracle, implorant que cet homme que tout le monde avait ignoré ait une chance de survivre. Les lumières de la ville défilaient rapidement à travers les petites fenêtres de l'ambulance, créant un jeu d'ombre sur son visage pâle. « Monsieur, vous devez tenir bon. Nous sommes presque à l'hôpital. Ils prendront bien soin de vous, dit-elle près de son oreille, espérant qu'il puisse l'entendre d'une manière ou d'une autre. Les portes des urgences de l'hôpital municipal s'ouvrirent avant que l'ambulance ne se soit complètement arrêtée. Une équipe médicale attendait déjà avec un brancard, et le transfert d'Henri se fit en quelques secondes. Evelyne sortit rapidement et essaya de les suivre, mais une infirmière la retint par le bras. La femme avait un visage aimable mais professionnel et conduisit Evelyne à l'accueil pendant que l'équipe médicale disparaissait avec Henri derrière des portes battantes indiquant « accès restreint ». « Madame, j'ai besoin que vous remplissiez quelques formulaires sur le patient. » « Nom, papier d'identité, antécédents médicaux » dit l'infirmière en lui tendant une planchette. Evelyne regarda les papiers, ne sachant que écrire. Elle ne savait rien de cet homme, sauf qu'il était malade et avait besoin d'aide. Elle ne connaissait pas son nom, son âge exact, s'il avait une famille ou des maladies préexistantes. Ses mains tremblaient légèrement en tenant le stylo, la réalité de la situation la frappant enfin de plein fouet. Elle avait perdu son emploi pour avoir aidé un parfait inconnu qui se battait maintenant pour sa vie. Je ne connais pas son nom. Je l'ai trouvé dans la rue en train de demander à manger. Il avait l'air très malade, alors nous avons appelé une ambulance, expliqua-t-elle d'une voix tremblante. L'infirmière hocha la tête avec compréhension, apparemment habituée à des situations similaires. Elle écrivit indigent non identifié sur le formulaire et demanda à Evelyne d'attendre dans la salle d'attente. L'endroit était bondé, même à cette heure de la nuit, avec des gens de tous âges attendant des soins. Evelyne trouva une chaise dans un coin et s'assit, son uniforme de femme de ménage encore sale du trottoir où elle s'était agenouillée. Elle regarda autour d'elle et vit la souffrance gravée sur chaque visage, l'angoisse de l'attente, l'incertitude concernant les êtres chers. Les heures s'écoulèrent lentement, et Evelyne lutta contre la fatigue et la faim. Son estomac protestait contre le manque du dîner qu'elle avait donné aux sans-abri, et ses yeux brûlaient de sommeil, mais elle refusa de partir. De temps en temps, des médecins et des infirmières passaient en hâte, et elle essayait d'obtenir des informations, mais personne ne savait ou ne pouvait rien dire sur l'homme non identifié. La télévision dans le coin diffusait des nouvelles qu'elle n'arrivait pas à suivre. Son esprit se concentrait uniquement sur cet homme qui luttait pour sa vie. « S'il vous plaît, quelqu'un peut-il me dire comment il va ? L'homme qui est arrivé en ambulance il y a 3 heures, demanda-t-elle pour la 5e fois à une infirmière différente. Finalement, alors que l'horloge marquait près de 2 heures du matin, une jeune médecin apparut à sa recherche. Le docteur Margaret avait des cernes profonds mais un regard déterminé. Clairement au milieu d'un long service, elle conduisit Evelyne dans une petite pièce privée utilisée pour les conversations avec les familles, ce qui fit battre le cœur d'Evelyne d'inquiétude. Le médecin s'assit en face d'elle et ouvrit un dossier contenant des résultats d'analyse. « Êtes-vous une parente du patient que vous avez amené ? Nous devons parler de son état, dit le docteur Margaret sérieusement. Evelyne expliqua de nouveau qu'elle ne connaissait pas l'homme, mais qu'elle ne pouvait tout simplement pas l'abandonner là.
Le médecin sembla surprise mais respecta la compassion dont elle faisait preuve. Elle commença alors à expliquer la situation en utilisant des termes simples pour qu'Evelyn puisse comprendre. L'homme avait une grave maladie du sang, quelque chose qui détruisait ses défenses et nécessitait un traitement urgent. Sans ce traitement spécifique, il ne survivrait pas plus de quelques heures. Il a une leucémie en phase terminale. La seule chance serait une greffe de moelle osseuse, mais nous n'avons pas de donneur compatible disponible, expliqua le médecin avec un regret évident. Evelyn sentit des larmes se former dans ses yeux. Après tout ce qui s'était passé, après avoir sacrifié son emploi pour l'aider, cet homme allait quand même mourir seul et anonyme dans un hôpital public. Quelque chose dans cette injustice la révoltait profondément. Elle se souvint du désespoir dans ses yeux lorsqu'il avait essayé de parler, comme s'il avait quelque chose d'urgent à communiquer. Sans trop réfléchir, les mots sortirent de sa bouche avant qu'elle ne puisse les retenir. « Et si j'étais compatible? Puis-je faire le test? Puis-je essayer de donner ?» offrit-elle avec une détermination soudaine. Le docteur Margaret fut clairement surprise par l'offre. Il était rare que quelqu'un propose de donner sa moelle à un parfait inconnu, surtout quelqu'un qui n'avait manifestement pas les ressources financières pour faire face à d'éventuelles complications. Elle étudia Evelyn un instant, voyant la sincérité dans ses yeux, la détermination dans sa posture malgré la fatigue évidente. Le médecin prit une profonde inspiration avant de répondre. « Madame, la compatibilité pour la moelle osseuse est très rare. Les chances d'être compatible avec un étranger sont minimes. De plus, c'est une procédure sérieuse, avertit-elle avec précaution. » Evelyn insista, quelque chose en elle lui disant qu'elle devait au moins essayer. Elle ne pouvait pas l'expliquer rationnellement, mais elle sentait un lien avec cet homme, comme si leur destin était en quelque sorte lié. Elle pensa à toutes les fois dans sa vie où elle avait eu besoin d'aide et l'avait reçue, à toutes les personnes qui avaient été gentilles avec elle quand elle en avait le plus besoin. C'était maintenant à son tour de rendre l'appareil à l'univers. « Docteur, s'il vous plaît, laissez-moi au moins faire le test. Si je ne suis pas compatible, au moins j'aurai essayé. Si je le suis, j'aurai sauvé une vie, argumenta-t-elle avec conviction. Le médecin accepta de faire le test, plus pour calmer Evelyn que parce qu'elle croyait que cela fonctionnerait. Elle la conduisit au laboratoire où une infirmière préleva plusieurs échantillons de sang. La procédure fut rapide et on demanda à Evelyn d'attendre de nouveau dans la salle d'attente. Le docteur Margaret dit que les résultats préliminaires seraient prêts dans environ 1 heure, mais qu'elle ne devait pas se faire d'illusions. Evelyn retourna à sa chaise inconfortable, maintenant avec un pansement sur le bras où on lui avait prélevé du sang. « Que la volonté de Dieu soit faite. Si je dois sauver cet homme, qu'il en soit ainsi, » murmura-t-elle en prière. Le temps passa encore plus lentement alors qu'elle attendait les résultats. Evelyn s'assoupit plusieurs fois sur la chaise, se réveillant en sursaut et vérifiant l'heure. D'autres patients allaient et venaient, mais elle restait là, sa veillée solitaire pour un homme sans nom. À 4 heures du matin, elle vit le docteur Margaret courir vers elle avec une expression qui mêlait choc et urgence. Le médecin semblait avoir du mal à croire ce qu'elle s'apprêtait à dire. « Madame Evelyn, vous devez venir avec moi maintenant. »« C'est urgent, » dit-elle en tirant Evelyn par le bras. Evelyn fut rapidement conduite à travers des couloirs qui ressemblaient à un labyrinthe, montant des escaliers et traversant divers services jusqu'à ce qu'elles atteignent une salle de conférence médicale. À l'intérieur se trouvaient 2 autres médecins, tous avec des expressions sérieuses, mais avec une lueur d'espoir dans les yeux. Le docteur Margaret ferma la porte et se tourna vers Evelyn avec les résultats des tests en main. Le silence dans la pièce était tendu, tout le monde étant apparemment conscient de la gravité du moment. « Madame Evelyn, c'est extrêmement rare, mais vous êtes compatible. Parfaitement compatible. C'est presque un miracle, » révéla le médecin d'une voix émue. Evelyn sentit ses jambes fléchir et dut s'appuyer sur la table. La coïncidence était impossible à ignorer. De toutes les personnes de la ville, c'était précisément elle, qui avait tout perdu pour l'aider, qui était la seule à pouvoir le sauver. Les larmes coulaient maintenant librement sur son visage alors qu'elle assimilait l'information. Les médecins commencèrent rapidement à expliquer la procédure, l'urgence de la situation, mais il y avait autre chose qu'ils devaient dire. « C'est un signe. Ça doit en être un. Dieu a mis cet homme sur mon chemin pour une raison, » dit-elle d'une voix étranglée. Un des médecins plus âgés, aux cheveux blancs et aux lunettes épaisses, s'éclaircit la gorge avec malaise avant de parler. Il avait la posture de quelqu'un sur le point d'annoncer une nouvelle difficile, et Evelyn réalisa immédiatement qu'il y avait des complications. Le médecin ajusta ses lunettes et consulta quelques papiers avant de la regarder droit dans les yeux. «
Sa voix était douce mais ferme quand il commença à expliquer. « Madame Evelyne, avant de procéder, je dois être totalement transparent sur les risques. Pendant les tests, nous avons découvert quelque chose dans votre sang, dit-il en marquant une pause. Evelyne sentit son cœur s'emballer, imaginant quel genre de problème pourrait empêcher le don. Elle regarda les visages des médecins, tous sérieux et préoccupés, et se prépara à d'autres mauvaises nouvelles. Dans une nuit qui en était remplie, le docteur Margaret posa doucement sa main sur son épaule, lui offrant un soutien silencieux. Le médecin continua, montrant quelques résultats de tests qu'Evelyne ne comprenait pas, mais qui inquiétaient clairement les professionnels. Vous avez une maladie cardiaque qui n'avait pas été diagnostiquée auparavant. C'est contrôlable, mais cela rend la procédure de don plus risquée pour vous, expliqua-t-il avec précaution. Le médecin expliqua que l'anesthésie nécessaire pour l'extraction de la moelle osseuse, combinée à sa condition cardiaque, créait un risque important. Il y avait une réelle possibilité de complications pendant la procédure, y compris la possibilité d'un arrêt cardiaque. Les chiffres et les termes médicaux se mélangeaient dans l'esprit d'Evelyne, mais elle comprit l'essentiel. Elle pouvait mourir en essayant de sauver cet homme. La pièce tomba dans le silence tandis que tout le monde attendait sa réaction. Quel est le pourcentage de risque ? Je veux dire, quelle est la probabilité que quelque chose se passe mal pour moi ? Demanda-t-elle d'une voix étonnamment calme. Les médecins échangèrent des regards avant que le docteur Margaret ne réponde. Elle expliqua qu'avec une surveillance appropriée et en prenant toutes les précautions, le risque serait d'environ 30% de complications graves. C'était un risque trop élevé pour une procédure élective, surtout pour sauver un étranger. Toute personne rationnelle reculerait devant de telles probabilités. Evelyne ferma les yeux un instant, pensant à sa vie, à sa vieille mère qui dépendait d'elle, aux factures qui devaient être payées. « Et si je ne fais pas le don, quelles sont ses chances de survie ?» demanda-t-elle en ouvrant les yeux. La réponse fut unanime et définitive. 0. Sans la greffe, l'homme mourrait dans les prochaines heures. Il n'y avait pas d'autres options, pas d'autres donneurs compatibles disponibles, pas d'autres traitements possibles. C'était Evelyne ou la mort certaine. Elle se leva de sa chaise et se dirigea vers la fenêtre, observant le ciel qui commençait à s'éclaircir avec les premiers signes de l'aube. Elle pensa à tous les choix qu'elle avait faits dans sa vie, à toutes les fois où elle avait choisi d'aider, même quand cela lui portait préjudice. Si je meurs en sauvant une vie, mon existence aura eu un sens. Si je vis, j'aurai une histoire incroyable à raconter, dit-elle en se tournant vers les médecins. Evelyne annonça sa décision avec une fermeté inébranlable. Elle ferait le don, acceptant tous les risques. Les médecins tentèrent une fois de plus de la dissuader, lui rappelant qu'elle ne connaissait pas le patient, qu'elle n'avait aucune obligation, que sa propre vie avait de la valeur. Mais Evelyne avait pris sa décision avec son cœur, pas avec sa raison. Elle ne demanda que quelques minutes pour passer un appel téléphonique. « Je vais faire le don. Préparez tout ce qui est nécessaire. J'ai juste besoin d'appeler ma mère d'abord, déclara-t-elle avec détermination. L'appel à sa mère fut la partie la plus difficile. Evelyne essaya de garder sa voix stable en expliquant qu'elle était à l'hôpital, qu'elle devait subir une procédure pour aider quelqu'un, mais qu'elle irait bien. Elle mentit, disant qu'il n'y avait pas de risque, que c'était quelque chose de simple. Sa mère, avec la sagesse des années, sentit qu'il y avait plus que ça, mais respecta la décision de sa fille. Evelyne promit de rentrer bientôt à la maison et raccrocha avant que les larmes ne la trahissent. « Maman, je t'aime très fort. Prends soin de toi. Je serai bientôt à la maison », furent ses derniers mots au téléphone. Les préparatifs pour la chirurgie commencèrent immédiatement. Evelyne fut emmenée pour subir d'autres tests, signer divers documents de consentement et recevoir des explications détaillées sur la procédure. Elle prêta à peine attention aux détails techniques. Son esprit se concentrait uniquement sur la certitude qu'elle faisait la bonne chose. On lui donna une blouse d'hôpital et on lui demanda de retirer tous ses effets personnels. « S'il vous plaît, puis-je le voir avant l'opération ? » « Juste une minute » demanda-t-elle au docteur Margaret. Evelyne fut conduite dans la chambre où se trouvait Henry. Il restait inconscient, connecté à diverses machines, sa respiration assistée par des équipements. Elle s'approcha du lit et lui toucha doucement la main, remarquant qu'elle était encore plus froide qu'avant. Même sans savoir s'il pouvait l'entendre, elle lui parla doucement près de l'oreille. Les mots venaient du plus profond de son cœur, chargés d'émotion et de sens. « Monsieur, je ne connais pas votre nom, mais je vais vous aider. Restez fort. Vous irez mieux bientôt. Vous n'êtes pas seul » chuchota-t-elle en lui serrant la main. De retour dans la zone préopératoire, Evelyne fut préparée pour la procédure. Une ligne intraveineuse fut placée dans son bras.
Des moniteurs furent connectés pour suivre ses signes vitaux. Le docteur Margaret resta à ses côtés, expliquant chaque étape, offrant du réconfort. D'autres médecins allaient et venaient, vérifiant l'équipement, confirmant les détails. Evelyn gardait les yeux fermés, priant en silence. « Docteur, si quelque chose m'arrive, dites à ma mère que j'ai fait ça par choix, que je suis morte en faisant le bien », demanda-t-elle en tenant la main du médecin. Le docteur Margaret promit, mais l'assura qu'il ferait tout pour que les deux survivent. Evelyn fut ensuite emmenée au bloc opératoire, un environnement blanc stérile avec des lumières intenses et des équipements qu'elle ne reconnaissait pas. L'équipe médicale était entièrement vêtue de blouses, seuls leurs yeux étaient visibles au-dessus de leur masque. Elle fut transférée sur la table d'opération, et l'anesthésiste commença à expliquer la procédure. Evelyn se contenta d'hocher la tête. Sa décision déjà prise, sa paix déjà trouvée. « Nous sommes prêts à commencer, mademoiselle Evelyn. Je vais vous demander de compter de 10 à 1, dit l'anesthésiste. Evelyn commença à compter alors que l'anesthésie était administrée. À chaque chiffre, elle se sentait plus légère, plus distante. Elle pensa à sa vie, au choix qui l'avait menée à ce moment. Elle pensa à l'homme inconnu qu'elle sauvait, se demandant quelle histoire il pouvait avoir, quelle vie il avait vécue. Elle pensa à sa mère qui attendait à la maison. Elle pensa à Stanton et à l'emploi perdu, mais ne ressentit aucune colère, seulement de la pitié. 10, 9, 8, 4. Compta-t-elle avant que l'obscurité ne l'enveloppe. La dernière chose qu'Evelyn vit avant de perdre connaissance furent les yeux du docteur Margaret au-dessus du masque chirurgical, transmettant confiance et gratitude. La dernière chose qu'elle pensa fut une prière simple mais sincère pour la vie de l'homme qu'elle sauvait. Et puis le silence, tandis que les médecins commençaient la délicate procédure qui allait unir les destins de deux personnes que le hasard avait réunies. Début de l'extraction de la moelle, tous les signes vitaux sont stables, annonça le chirurgien en chef. Dans la chambre voisine, Henry restait inconscient, sa vie dépendant entièrement du succès de cette procédure et de la bonté d'une femme qui avait tout sacrifié pour le sauver. Les moniteurs dans les deux chambres émettaient des bips en rythme, deux cœurs qui battaient, deux vies entrelacées par le destin et par la plus pure démonstration d'amour du prochain. L'opération avait commencé, et avec elle, le dernier espoir de salut pour Henry Wallace. Evelyn ouvrit lentement les yeux, la lumière blanche de la chambre d'hôpital faisant battre sa tête d'une douleur sourde mais persistante. Il lui fallut quelques secondes pour se rappeler où elle était et pourquoi son corps semblait si lourd et endolori. Le souvenir de l'opération revint progressivement, ainsi que la conscience qu'elle avait survécu à la procédure risquée. Elle essaya de bouger mais sentit une douleur vive dans le dos, là où on lui avait extrait la moelle osseuse, ce qui la fit gémir doucement. Une infirmière entra dans la chambre en entendant le bruit, vérifia les moniteurs et ajusta l'oreiller pour la rendre plus confortable. « Dieu merci, vous êtes réveillé. Cela fait 2 jours depuis l'opération. Comment vous sentez-vous » demanda l'infirmière avec un doux sourire. Evelyn essaya de parler, mais sa gorge était aussi sèche que si elle avait avalé du sable. L'infirmière attrapa rapidement une tasse avec de l'eau et une paille, l'aidant à boire de petites gorgées. Le soulagement fut immédiat, bien que le simple fait d'avaler demanda plus d'efforts qu'elle ne s'y attendait. Ses pensées se tournèrent immédiatement vers l'homme qui avait reçu sa moelle, ce sans-abri sans nom qu'elle avait tenté de sauver. Les souvenirs étaient flous, mais elle se souvenait clairement de la décision de risquer sa vie pour lui. L'homme, celui qui a reçu ma moelle. A-t-il survécu? Est-ce qu'il va bien? Réussit-elle à demander d'une voix rauque. L'infirmière ajusta la perfusion dans le bras d'Evelyn tout en répondant que le patient avait été transféré dans un autre hôpital dès qu'il s'était stabilisé, mais que la greffe avait été un succès. Elle n'avait pas plus d'informations, expliquant qu'en raison des questions de confidentialité médicale, il ne pouvait pas partager de détails sur les autres patients. Evelyn ressentit un profond soulagement en sachant que ses efforts n'avaient pas été vains, que l'homme aurait une chance de vivre. Même sans le connaître, elle sentait un lien spécial avec lui, comme si leur destin était en quelque sorte lié. « Je suis contente qu'il aille bien. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Ça en valait la peine, dit-elle en fermant de nouveau les yeux. Les 3 jours suivants passèrent dans un flou d'examens, de médicaments et de repos forcé. On informa Evelyn qu'elle devrait rester quelques jours de plus en observation en raison de sa condition cardiaque, mais que sa convalescence progressait bien. Pendant ce temps, elle eut amplement l'occasion de réfléchir à sa situation actuelle. Sans emploi, sans économie, et maintenant avec des factures médicales qu'elle ne savait pas comment payer. L'hôpital avait couvert les frais de l'opération car il s'agissait d'un don, mais les soins post-opératoires étaient à sa charge. Comment vais-je payer tout ça? J'ai à peine de l'argent pour manger,
pensa-t-elle en regardant par la fenêtre de sa chambre. Le 5e jour après l'opération, Evelyn fut enfin autorisée à sortir. Le docteur Margaret vint personnellement lui dire au revoir, la remerciant à nouveau pour son acte héroïque et lui souhaitant bonne chance. Evelyn remit son uniforme de femme de ménage, maintenant froissé et taché de la nuit fatidique où tout avait changé. Elle n'avait pas d'autres vêtements, aucun moyen de demander à quelqu'un de lui apporter quelque chose de chez elle. Elle signa les papiers de sortie les mains tremblantes, la réalité de sa situation pesant sur ses épaules comme une montagne. « Merci pour tout, docteur. Vous avez sauvé 2 vies. Que Dieu bénisse votre travail, » dit Evelyn en serrant le médecin dans ses bras. Le trajet jusqu'à chez elle dura près de 2 heures à pied. Evelyn dut s'arrêter plusieurs fois pour se reposer, son corps encore faible de l'opération et du manque de nourriture adéquate. Chaque pas était une lutte, chaque montée une montagne à gravir. Les gens passaient en hâte à côté d'elle, personne ne remarquant sa souffrance ni ne lui offrant de l'aide. C'était ironique de voir comment elle avait tout perdu en aidant quelqu'un. Et maintenant qu'elle en avait besoin, elle était complètement seule. Le soleil de midi tapait sans pitié, et elle n'avait même pas d'argent pour acheter une bouteille d'eau. Un pas à la fois, je serai bientôt à la maison, se répétait-elle comme un mantra. En arrivant enfin à son petit appartement dans un quartier modeste de la ville, Evelyn trouva sa vieille mère inquiète et en larmes. La dame avait passé des jours sans nouvelles précises, juste l'appel rapide avant l'opération et un message de l'hôpital informant qu'elle allait bien. Evelyn serra sa mère dans ses bras avec précaution, ses propres yeux se remplissant de larmes en voyant l'état d'inquiétude de la femme qui l'avait élevée avec tant d'amour et de dévouement. L'appartement était plus vide que d'habitude, et Evelyn découvrit bientôt pourquoi. « Ma fille, où étais-tu ? J'ai dû vendre quelques affaires pour acheter mes médicaments, je ne pouvais pas payer, » expliqua sa mère entre 2 sanglots. Evelyn réconforta sa mère, assurant que tout irait bien, même si elle n'avait aucune idée de comment elle tiendrait cette promesse. Elle expliqua superficiellement avoir aidé quelqu'un à l'hôpital, évitant les détails qui ne feraient qu'inquiéter davantage la vieille dame. En regardant autour d'elle, elle vit que la petite télévision avait disparu, ainsi que le micro-ondes et quelques autres objets de valeur plus sentimentale que monétaire. Le réfrigérateur était pratiquement vide, il ne restait que quelques œufs et un peu de riz. Evelyn força un sourire et commença à préparer un repas simple pour elles deux. « Ne t'inquiète pas, maman. Demain, je commencerai à chercher un autre travail. Nous allons nous en sortir ensemble, » promit-elle en cuisinant. Les jours suivants furent une séquence brutale de rejets et d'humiliations. Evelyn visita toutes les entreprises de nettoyage de la région, mais la nouvelle de son licenciement pour abandon de poste s'était rapidement répandue dans le milieu. Stanton s'était assuré de lui couper tous les ponts, racontant sa version déformée de l'histoire à quiconque le demandait. À chaque entretien, dès qu'il vérifiait ses références, les portes se fermaient. Certains recruteurs ne dissimulaient même pas leur dédain. D'autres prétendaient la recontacter, mais ne le faisaient jamais. « Désolé, mais nous n'avons pas de poste vacant pour le moment », était la réponse standard qu'elle entendait des dizaines de fois par jour. Evelyn élargit sa recherche à d'autres types de travail, serveuse, vendeuse, caissière de supermarché, tout ce qui payait assez pour survivre. Mais à 45 ans, sans expérience dans d'autres domaines et avec une interruption récente d'emploi, les opportunités étaient pratiquement inexistantes. Elle marchait des kilomètres par jour pour économiser sur le transport, ses chaussures déjà usées étant maintenant complètement détruites par l'usage excessif. Parfois, elle rentrait à la maison avec les pieds en sang, cachant la douleur à sa mère pour ne pas l'inquiéter davantage. « Aujourd'hui, ça n'a pas marché, mais demain, je trouverai sûrement quelque chose », mentait-elle chaque soir. La 2e semaine après sa sortie de l'hôpital, la situation devint vraiment désespérée. Le propriétaire se présenta en exigeant 2 mois de loyer en retard, menaçant d'expulsion s'il ne recevait pas au moins une partie dans les 3 jours. Evelyn supplia pour avoir plus de temps, expliqua sa maladie, sa recherche d'emploi. Mais l'homme était inflexible. Il avait ses propres factures à payer, sa propre famille à soutenir. Evelyn promit de trouver l'argent, même si elle n'avait aucune idée d'où il viendrait. « S'il vous plaît, juste une semaine de plus. Ma mère est âgée. Nous n'avons nulle part où aller, » supplia-t-elle à genoux. Cette nuit-là, Evelyn pleura en silence dans la salle de bain pour que sa mère ne l'entende pas. Le poids de tout cela devenait insupportable, la douleur physique encore présente de l'opération, l'épuisement de la recherche d'emploi infructueuse, l'humiliation constante, la peur de l'expulsion. Elle se regarda dans le miroir fissuré et reconnut à peine la femme qui la fixait. Elle avait perdu un poids qu'elle n'avait pas à perdre. De profondes cernes marquaient son visage.
Ses cheveux autrefois bien entretenus étaient maintenant ternes et sans vie. J'ai fait ce qu'il fallait. J'ai sauvé une vie. Pourquoi suis-je punie? Interrogea-t-elle son reflet. Le lendemain, Evelyne prit la décision la plus difficile de sa vie. Elle commença à vendre les quelques biens qui lui restaient. D'abord, ce furent les simples bijoux qu'elle avait hérités de sa grand-mère, des pièces de valeur plus sentimentales que monétaires, mais qui rapportèrent assez pour acheter de la nourriture pour une semaine. Ensuite, ce fut son lit, dormant par terre sur de vieilles couvertures pour que sa mère puisse garder le sien. Chaque objet vendu était un morceau de sa dignité qui lui était arraché, mais il n'y avait pas le choix. « Combien me donnez-vous pour cette bague? Elle appartenait à ma grand-mère, mais j'ai besoin d'argent, négocia-t-elle avec le propriétaire du prêteur sur gage. La nourriture devint un luxe calculé. Evelyne ne mangeait qu'une fois par jour, s'assurant que sa mère ait au moins 2 repas. Quand sa mère lui demandait pourquoi elle ne mangeait pas, elle inventait des excuses, disant qu'elle avait mangé dans la rue en cherchant du travail. La faim devint une compagne constante, une douleur sourde dans son estomac qu'elle apprit à ignorer. Parfois, quand les vertiges devenaient trop forts, elle buvait de l'eau sucrée pour avoir assez d'énergie pour continuer à chercher du travail. « Je n'ai pas faim, maman. J'ai pris un gros goûter plus tôt aujourd'hui, mentait-elle pendant que son estomac protestait. Le 20e jour après sa sortie de l'hôpital, Evelyne s'évanouit dans la rue à cause de la faiblesse. Elle se réveilla quelques minutes plus tard avec des gens autour d'elle, quelqu'un lui offrant de l'eau, d'autres demandant si elle avait besoin d'une ambulance. Elle refusa l'aide médicale, sachant qu'elle ne pouvait pas se la permettre, et retourna chez elle en titubant. Ce jour-là, elle n'eut pas la force de mentir à sa mère, avouant qu'elle n'avait rien mangé depuis 2 jours. Elles pleurèrent ensemble, la vieille mère se sentant coupable d'être un fardeau, Evelyne se sentant comme un échec pour ne pas pouvoir s'occuper d'elle. « Pardonne-moi, mère. J'ai promis que je m'occuperais de toi, et j'échoue, sanglota Evelyne. » C'est alors qu'Evelyne se souvint de l'homme qu'elle avait sauvé. Elle ne connaissait pas son nom, n'avait aucun moyen de le retrouver, mais se surprenait parfois à se demander s'il allait bien, s'il s'était complètement rétabli. Avait-il une famille qui s'occupait de lui? Était-il retourné à la rue? L'ironie d'avoir sauvé quelqu'un qui était probablement dans une meilleure situation qu'elle maintenant ne lui échappait pas. Mais même avec tout ça, elle ne regrettait rien. Elle avait fait le bon choix. De cela, elle était certaine. « J'espère qu'il va bien », pensa-t-elle dans les moments les plus difficiles. L'échéance du propriétaire arriva un jeudi matin pluvieux. Evelyne n'avait réussi à rassembler que la moitié du loyer d'un mois en vendant tout ce qu'elle pouvait, y compris son unique manteau d'hiver. L'homme se présenta tôt, frappant à la porte avec force, déjà accompagné de 2 grands hommes qui étaient clairement là pour procéder à l'expulsion si nécessaire. Evelyne ouvrit la porte, tenant le peu d'argent qu'elle avait réussi à obtenir, les mains tremblantes non pas de peur, mais d'humiliation. Des années de travail honnête, de dignité, réduites à ce moment. « C'est tout ce que j'ai pu trouver. S'il vous plaît, acceptez-le comme un acompte et donnez-moi plus de temps », offrit-elle l'argent. Le propriétaire compta les billets avec dédain, secouant la tête négativement. Ce n'était pas suffisant. Les règles étaient claires. Il avait déjà été plus que patient. Il commença à parler de procédure légale, d'avoir 24 heures pour partir, que ce n'était pas personnel, juste des affaires. Evelyne entendit les mots comme s'ils venaient de loin, son esprit essayant de traiter la réalité qu'elle et sa vieille mère seraient dans la rue en un jour. Elle n'avait pas de famille, pas d'amis assez proches pour demander l'asile. 24 heures. Pas une minute de plus. Si vous ne partez pas, je jetterai vos affaires dans la rue, menaça le propriétaire. Evelyne ferma la porte et s'appuya contre elle, glissant jusqu'au sol. Sa mère la regardait depuis le petit salon, le visage marqué par l'inquiétude et la peur. Comment expliquer à une femme de 70 ans qu'elles allaient être expulsées? Comment dire qu'une vie de travail et de sacrifice avait mené à cela? Evelyne se releva, essuya ses larmes et alla vers sa mère, la serrant dans ses bras avec toute la tendresse qu'elle pouvait encore rassembler. Elle ne dit rien de l'expulsion, seulement que tout irait bien. « Repose-toi, mère. Je vais tout arranger », mentit-elle une fois de plus. Le reste de la journée se passa dans un désespoir silencieux. Evelyne essaya d'appeler d'anciens collègues, suppliant de l'aide, un prêt, n'importe quoi. Mais chacun avait ses propres difficultés, sa propre famille à soutenir. Certains ne répondirent même pas, connaissant déjà la raison de l'appel. Elle envisagea de chercher des refuges, mais ils étaient tous pleins et la liste d'attente était longue. La pluie continuait de tomber comme si le ciel pleurait avec elle. « Quelqu'un, s'il vous plaît. De l'aide? J'ai juste besoin d'une chance », murmura-t-elle dans le téléphone auquel personne ne répondait. Cette nuit-là,
Pendant que sa mère dormait, Evelyne commença à emballer les quelques biens qu'il leur restait dans des boîtes en carton qu'elle avait récupérées dans un supermarché. Chaque objet rangé était un souvenir, une partie de sa vie mise en boîte. Des photos de famille, des documents importants, les quelques vêtements qui restaient. Elle travaillait en silence, les larmes coulant constamment alors qu'elle acceptait la réalité de sa situation. Demain, elle serait sans abri, sans perspective, sans espoir. Comment en sommes-nous arrivés là? Où me suis-je trompé? Se demanda-t-elle en fermant une autre boîte. Vers minuit, épuisée physiquement et émotionnellement, Evelyne s'assit sur le sol de la cuisine vide. Le réfrigérateur avait cessé de fonctionner des jours auparavant faute de paiement de l'électricité coupée une semaine plus tôt. Elles utilisaient des bougies pour s'éclairer, comme si elles étaient revenues un siècle en arrière. Elle pensa de nouveau à l'homme qu'elle avait sauvé, se demandant s'il saurait un jour le prix qu'elle avait payé pour cet acte de bonté, non pas avec colère ou regret, mais avec l'espoir qu'il avait réussi à avoir une vie meilleure. « Est-ce que tu vas bien? Ta vie et ta santé se sont-elles améliorées ?» demanda-t-elle au vide. Evelyne a dû s'assoupir là, sur le sol froid de la cuisine, car elle fut réveillée par le chant des oiseaux et la faible lumière de l'aube qui filtrait par la fenêtre. Tout son corps lui faisait mal, l'opération se faisant encore sentir, la faim et l'épuisement amplifiant chaque inconfort. Elle se leva avec difficulté et alla voir sa mère, qui dormait encore paisiblement, ignorant le drame qui allait se jouer dans quelques heures. Evelyne la regarda avec affection, mémorisant chaque détail de son visage vieilli mais toujours beau. « Pardonne-moi de t'avoir fait défaut », murmura-t-elle. Déterminée à tenter une dernière fois, Evelyne partit tôt, laissant un mot à sa mère disant qu'elle était sortie pour régler quelques affaires. Elle se rendit à pied au centre-ville, entrant dans chaque établissement commercial, suppliant pour du travail, n'importe quel travail. Elle proposa de nettoyer gratuitement pendant une semaine pour prouver sa valeur, de travailler pour la moitié du salaire minimum, n'importe quoi. Mais les réponses étaient toujours les mêmes. Il n'y avait pas de poste vacant. Il n'avait besoin de personne. Elle devait chercher ailleurs. S'il vous plaît, juste une chance. Je suis travailleuse, honnête. Je ferai n'importe quel travail, supplia-t-elle sans succès. À midi, vaincue et sans force, Evelyne entama la longue marche de retour. Chaque pas était lourd de la conscience de son échec, de ne pas avoir réussi le miracle dont elle avait besoin. Elle passa devant l'entreprise où elle avait travaillé, voyant de loin l'entrée où tout avait commencé, où elle avait rencontré le sans-abri, où elle avait perdu son emploi, où sa vie avait complètement changé. Elle arriva à la maison en milieu d'après-midi, trouvant sa mère assise dans le salon, entourée des boîtes qu'Evelyne avait préparées pendant la nuit. La vieille dame avait découvert l'expulsion et pleurait en silence, tenant une vieille photo de famille. Evelyne s'approcha d'elle et la serra dans ses bras. Elles pleurèrent ensemble, sans mots, partageant simplement le désespoir du moment. L'horloge murale indiquait 15 heures. Il ne restait que quelques heures avant l'échéance finale. « Maman, pardonne-moi. J'ai tout essayé, mais je n'ai pas réussi, » dit Evelyne le cœur brisé. Les deux femmes passèrent les heures suivantes dans une sorte de transe, finissant d'emballer les dernières affaires, se préparant mentalement à l'inévitable. Evelyne aida sa mère à s'habiller avec les plus beaux vêtements qu'il leur restait, voulant conserver une certaine dignité même dans la disgrâce. « Nous partirons la tête haute, maman. Nous sommes pauvres, mais nous avons notre dignité, » dit-elle en essayant d'être forte. À 17 heures, Evelyne commença à sortir les boîtes dans le couloir, préparant tout pour la sortie forcée. Chaque boîte transportée était un poids sur son cœur. Chaque objet abandonné, une partie de sa vie laissée derrière. Certains voisins regardaient par les portes entr'ouvertes, certains avec pitié, d'autres avec le soulagement de ne pas être à sa place. Personne n'offrit d'aide. Tous trop occupés par leur propre vie difficile. Evelyne ne les jugeait pas. Elle comprenait parfaitement. C'est comme ça. Chacun ses problèmes, pensa-t-elle en transportant une autre boîte. Sa mère était assise sur une chaise dans le couloir, tenant un petit sac avec des documents et quelques objets de valeur sentimentale. La vieille dame avait cessé de pleurer, observant maintenant tout avec une résignation triste. Elle essaya de la réconforter, parlant de trouver un abri temporaire, que les choses s'amélioreraient. Mais ses paroles sonnaient creux, même pour elle-même. Le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel d'orange et de rouge, comme si le jour lui-même saignait. « C'est peut-être mieux ainsi, ma fille. Je suis vieille. Je suis un fardeau, » dit sa mère d'une voix faible. Evelyne s'agenouilla immédiatement devant sa mère, tenant fermement ses mains ridées. Elle ne permettrait pas que la femme qui l'avait élevée avec tant d'amour pense ainsi, aussi désespérée que soit la situation.
Elle regarda dans les yeux fatigués de sa mère et parla avec toute la conviction qu'elle put rassembler, promettant qu'elle trouverait une solution, que ce n'était que temporaire, que des jours meilleurs viendraient. Même sans croire à ses propres mots, elle devait donner de l'espoir à sa mère. « Tu ne seras jamais un fardeau. Tu es ma raison de me battre. Nous allons surmonter ça ensemble, affirma-t-elle avec détermination. Il était presque 18 heures quand Evelyne entendit des pas dans le couloir. Son cœur s'emballa, pensant que c'était le propriétaire avec l'ordre d'expulsion finale, peut-être même avec la police pour s'assurer qu'elle parte. Elle se positionna de manière protectrice devant sa mère, prête à supplier pour quelques heures de plus, juste assez de temps pour trouver un endroit où passer la nuit. Les pas s'approchèrent, fermes et décidés. Evelyne prit une profonde inspiration, se préparant à une autre humiliation. « Que ce soit rapide. S'il vous plaît, n'humiliez pas ma mère, pria-t-elle en silence. Mais les pas s'arrêtèrent avant de les atteindre. Evelyne entendit des voix au bout du couloir, une discussion qu'elle ne comprenait pas entièrement. Il semblait y avoir une certaine confusion, quelqu'un cherchant quelque chose ou quelqu'un. Elle envisagea d'aller voir ce qui se passait, mais ne voulait pas laisser sa mère seule. Les voix se firent plus fortes, plus proches, et Evelyne reconnut la voix du propriétaire en train de se disputer avec quelqu'un. « Ça ne peut pas être bon », pensa-t-elle, serrant sa mère plus fort. Soudain, le silence. Les pas reprirent, cette fois plus rapides, plus urgents. Evelyne ferma les yeux, se préparant au pire. Sa mère lui serra la main. Les deux femmes unies dans leur moment de plus grande vulnérabilité. Le son des pas résonna dans le couloir étroit, chaque pas comme un tambour annonçant leur sort. Evelyne ouvrit les yeux lorsque les pas s'arrêtèrent juste devant elle. Le moment est venu. Que la volonté de Dieu soit faite, chuchota-t-elle à sa mère. Mais quand Evelyne leva les yeux, ce n'était pas le propriétaire qui se tenait là. C'était un homme qu'elle ne reconnut pas immédiatement, bien habillé, avec une apparence saine, complètement différent de la dernière fois qu'elle l'avait vu. Il fallut quelques secondes à son cerveau pour traiter l'information, pour connecter ce visage propre et rasé avec le mendiant mourant qu'elle avait aidé. Ses yeux s'écarquillèrent de choc lorsque la prise de conscience la frappa. « Ce n'est pas possible. »« C'est vous, monsieur ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. L'homme sourit, ce même sourire qu'elle avait brièvement vu cette nuit fatidique, mais maintenant fort et plein de vie. Henry Wallace était là, debout devant elle, vivant et en bonne santé grâce à son sacrifice. Il s'avança, les yeux remplis de larmes de gratitude et de quelque chose de plus, de la détermination. Evelyne ne pouvait ni parler ni bouger, restant figée dans un choc complet. « Evelyne, je vous ai enfin trouvé. Je suis venu vous rembourser ce que vous avez fait pour moi, » dit Henry d'une voix étranglée. Evelyne resta paralysée dans le couloir, ses mains tremblant de manière incontrôlable alors qu'elle regardait Henry Wallace, l'homme qu'elle avait sauvé en pensant qu'il n'était qu'un mendiant dans le besoin. Il était impeccablement vêtu d'un costume bleu marine qui coûtait clairement plus que ce qu'elle gagnait en plusieurs mois. Ses cheveux maintenant peignés en arrière, révélant un visage distingué et sain. La transformation était si complète que si ce n'était pour les mêmes yeux bruns qu'elle avait vus remplis de désespoir cette nuit-là, elle ne l'aurait jamais reconnu. Sa vieille mère observait la scène sans comprendre, tenant fermement le bras de sa fille, sentant que quelque chose d'extraordinaire se produisait. « Ma fille. Qui est cet homme? Pourquoi est-il ici ?» demanda la vieille dame d'une voix faible et confuse. Henry fit un autre pas en avant, ses yeux ne quittant jamais le visage d'Evelyne, comme s'il avait besoin de mémoriser chaque détail de la femme qui avait complètement changé sa perspective sur la vie et l'humanité. Il portait une mallette en cuir dans ses mains, et il y avait une urgence dans ses mouvements, comme quelqu'un qui avait attendu trop longtemps pour corriger une injustice. Derrière lui, Evelyne remarqua maintenant deux hommes en costume qui attendaient dans le couloir, clairement des gardes du corps ou des assistants. Le contraste entre la pauvreté évidente du couloir usé et la présence imposante de ces hommes bien habillés était presque surréaliste. « Evelyne, nous devons parler. Il y a tant de choses que je dois vous expliquer, tant de choses pour lesquelles je dois vous remercier, » dit Henry d'une voix étranglée par l'émotion. Evelyne essaya de former des mots, mais sa gorge était sèche et son esprit tournait en rond, essayant de traiter l'impossible. Le mendiant mourant qu'elle avait nourri avec son dernier sandwich, pour qui elle avait perdu son emploi, pour qui elle avait risqué sa vie en donnant sa moelle, se tenait là, un homme manifestement riche et puissant. Les boîtes en carton avec leurs quelques biens empilés dans le couloir semblaient encore plus pathétiques maintenant, preuve de son extrême pauvreté contrastant avec sa richesse évidente. Elle regarda ses propres mains calleuses, ses vêtements simples, et sentit une vague de honte. « Je ne comprends pas. Vous étiez en train de mourir. Vous étiez un mendiant.
Comment est-ce possible? Réussit-elle enfin à bégayer? Henri prit une profonde inspiration et commença à expliquer, sa voix gagnant en force à mesure qu'il révélait la vérité. Il lui raconta qu'il était le propriétaire de l'entreprise où elle travaillait, sa leucémie en phase terminale, sa décision désespérée de tester la bonté de ses employés avant de mourir. Chaque mot était comme une pièce d'un puzzle qui s'emboîtait, mais l'image complète semblait encore trop impossible pour être réelle. Evelyne dut s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber, ses jambes soudainement trop faibles pour la soutenir. Sa mère entendit tous les yeux écarquillés, alternant son regard entre Henri et sa fille. « Mon Dieu, vous êtes Henri Wallace, le propriétaire de l'entreprise. Mais pourquoi vous êtes-vous fait passer pour un sans-abri » demanda Evelyne d'une voix tremblante. Henri expliqua sa solitude, le fait de ne pas avoir d'héritier direct, son désir de laisser sa fortune à quelqu'un qui le méritait vraiment. Il raconta comment il avait passé des heures à être ignoré et méprisé par des cadres bien payés, par des gens qui l'avaient aidé à s'enrichir. Ses yeux se remplirent de larmes lorsqu'il décrivit le moment où Evelyne était apparue, la seule parmi 500 employés à avoir fait preuve d'une compassion sincère. Il se rapprocha, maintenant assez près pour qu'Evelyne puisse voir les larmes couler sur son visage. « Vous avez été la seule à me voir comme un être humain. Vous avez partagé votre dernier repas, perdu votre emploi pour m'aider. Et puis vous m'avez sauvé la vie, dit-il, la voix brisée par l'émotion. » Le propriétaire apparut dans le couloir à ce moment-là, clairement irrité par l'agitation et prêt à exécuter l'expulsion. Mais en voyant Henri et ses compagnons, sa posture changea immédiatement. Il était évident qu'il reconnaissait le pouvoir et l'argent quand il les voyait, et son arrogance habituelle fut rapidement remplacée par une obséquiosité prudente. Henri ne le regarda même pas, sortant un chéquier de la poche intérieure de sa veste. Avec des gestes précis, il remplit un chèque et le tendit au propriétaire sans dire un mot. L'homme regarda le montant et faillit s'étouffer. C'était 6 mois de loyer d'avance. « C'est trop, monsieur. La dette est plus petite, » bégaya le propriétaire. Henri regarda enfin le propriétaire avec une expression qui n'admettait aucune discussion. Sa voix était calme mais chargée d'autorité quand il parla, indiquant clairement qu'il ne tolérerait aucune remise en question. Le propriétaire s'inclina presque, marmonnant des remerciements et des excuses avant de disparaître rapidement dans le couloir. Evelyne regardait tout comme dans un rêve, incapable de traiter la rapidité avec laquelle sa situation avait changé. Il y a quelques minutes, elle était sur le point d'être expulsée. Maintenant, elle avait 6 mois de loyer payé. Considérez le surplus comme une compensation pour le dérangement causé à ces dames, et si vous les dérangez à nouveau, j'achèterai tout cet immeuble, dit froidement Henri au propriétaire qui se retirait. Evelyne commença à protester contre le paiement, disant qu'elle ne pouvait pas l'accepter, qu'elle ne l'avait pas sauvé en attendant une récompense. Mais Henri l'interrompit doucement, prenant ses mains entre les siennes. Ses mains manucurées contrastaient avec les siennes, calleuses et sèches à cause du dur labeur, mais il les tenait avec révérence, comme si elles étaient les plus précieuses du monde. Il expliqua que l'argent n'était rien comparé à ce qu'elle avait fait, qu'elle n'avait pas seulement sauvé sa vie physiquement, mais avait aussi restauré sa foi en l'humanité. « Evelyne, vous m'avez donné plus que de la moelle osseuse. Vous m'avez donné une raison de vivre. La preuve que la bonté pure existe encore dans ce monde, déclara-t-il avec émotion. La mère d'Evelyne se mit à pleurer en silence, comprenant enfin l'ampleur du sacrifice de sa fille. Elle se leva de sa chaise avec difficulté et serra Evelyne dans ses bras, murmurant des mots de fierté et d'amour. Henri observa la scène avec émotion, voyant l'amour sincère entre mère et fille, quelque chose qu'il n'avait jamais connu dans sa propre vie. Après un moment, il s'éclaircit doucement la gorge et poursuivit ses révélations. « Mais ce n'est pas tout, Evelyne. Il y a bien plus que je dois vous dire et faire, » annonça-t-il avec un sourire mystérieux. Henri expliqua comment il avait passé des semaines à la chercher après s'être rétabli. L'hôpital ne pouvait pas fournir d'informations en raison des problèmes de confidentialité et tout ce qu'il savait était son prénom et qu'elle avait été licenciée de l'entreprise. Il raconta avoir engagé des enquêteurs privés, la frustration de chaque fausse piste, le désespoir croissant de ne pas pouvoir trouver sa sauveuse. Ses assistants avaient retourné la ville, vérifiant chaque entreprise de nettoyage, chaque dossier d'emploi. Ce n'est que lorsqu'un des enquêteurs pensa à vérifier les registres hospitaliers des dons de moelle osseuse qu'ils la trouvèrent enfin. « Je vous ai cherché partout. Je ne pouvais pas me reposer en sachant que vous souffriez à cause de moi, » expliqua-t-il avec urgence. Evelyne essuya les larmes qui coulaient maintenant librement sur son visage. La révélation qu'il l'avait cherché, qu'il n'avait pas simplement continué sa vie de riche et l'avait oublié, la toucha profondément au cœur.
Elle avait supposé avoir sauvé un autre indigent qui disparaîtrait dans sa propre lutte pour la survie. Découvrir qu'elle avait sauvé un homme riche et puissant qui était maintenant là pour l'aider était trop à assimiler. Je pensais que vous n'étiez qu'une autre pauvre âme comme moi. Je n'ai jamais imaginé, jamais rêvé, dit-elle d'une voix brisée. Henry prit alors la mallette en cuir qu'il portait et l'ouvrit, révélant des documents officiels avec des sceaux et des signatures. C'étaient des contrats, des actes de propriété, des documents juridiques qu'Evelyn ne comprenait pas entièrement, mais qui étaient clairement importants. Il commença à expliquer ce qu'il avait préparé, chaque document représentant un changement fondamental dans la vie d'Evelyn. Il y avait des papiers de partenariat d'entreprise, des virements bancaires, des prestations médicales à vie pour elle et sa mère. L'ampleur de ce qu'il offrait était stupéfiante. « Evelyn, je veux que vous soyez mon associé dans l'entreprise. 30% de tout ce que j'ai construit est maintenant à vous, annonça-t-il solennellement. Evelyn recula sous le choc, trébuchant presque sur les boîtes en carton. 30% d'une entreprise multimillionnaire? Elle, une simple femme de ménage qui avait à peine étudié au-delà des bases. Ce ne pouvait pas être réel. Il devait y avoir une erreur. Elle secoua la tête frénétiquement, essayant de rendre les documents à Henry. Elle ne méritait pas ça. Elle ne connaissait rien à la gestion. Ce serait un désastre. Mais Henry fut ferme, expliquant qu'il ne lui demandait pas de diriger l'entreprise, mais d'être sa conscience, de s'assurer que l'humanité dont elle avait fait preuve imprègne toutes les décisions. « Je ne peux pas accepter ça. C'est trop. Je ne connais rien aux entreprises, protesta-t-elle désespérément. Henry sourit avec affection et patience, expliquant qu'il avait pensé à tout. Elle aurait de l'aide, des consultants, tout le soutien nécessaire pour apprendre. Mais plus important encore, elle apporterait quelque chose qu'aucun MBA ne pourrait enseigner, une compassion sincère, une compréhension des besoins des travailleurs ordinaires, la perspective de quelqu'un qui connaît la lutte quotidienne pour la survie. Il lui parla de ses semaines de convalescence, allongées à l'hôpital, pensant à la façon dont son entreprise était devenue un lieu froid et sans âme. Evelyn avait montré la voie du changement. Vous savez ce dont les employés ont besoin parce que vous en étiez une. Vous connaissez la dignité et le travail parce que vous l'avez vécu, argumenta-t-il. La mère d'Evelyn intervint à ce moment-là, sa voix faible mais pleine de la sagesse des années. Elle dit à sa fille que Dieu agit de manière mystérieuse, que peut-être toute la souffrance avait été une préparation pour ce moment. Elle rappela à Evelyn toutes les fois où elle avait aidé les autres même quand elle n'avait rien. Comment elle avait toujours choisi la gentillesse, même quand cela lui faisait du mal. Maintenant, l'univers lui rendait l'appareil, non pas comme une charité, mais comme une justice. La vieille dame prit la main d'Henry et la posa sur celle d'Evelyn. « Ma fille, accepte. Tu mérites chaque bénédiction que tu reçois, » conseilla la mère les larmes aux yeux. Henry suggéra alors qu'il se rende immédiatement à l'entreprise. Il avait convoqué une réunion extraordinaire avec tous les employés, quelque chose qu'il n'expliqua pas entièrement, mais dit que c'était important. Evelyn protesta à propos de son apparence, mais Henry insista sur le fait qu'elle était parfaite telle qu'elle. Il voulait que tout le monde voie exactement qui elle était, sans déguisement ni prétention. Un des assistants aida la mère d'Evelyn pendant que l'autre ramassait les boîtes en carton pour les rangers dans l'appartement. « Venez comme vous êtes. Je veux que tout le monde voie la femme qui m'a appris la vraie valeur de l'humanité, » insista Henry. Le trajet jusqu'à l'entreprise fut surréaliste pour Evelyn. Elle était assise dans une limousine luxueuse buvant de l'eau glacée dans du cristal alors qu'il y a quelques heures à peine, elle était sur le point d'être expulsée. Sa mère regardait avec émerveillement l'intérieur du véhicule, touchant timidement le cuir souple des sièges. Henry expliqua plus de détails sur ses plans pendant le trajet, sur les changements qu'il voulait mettre en œuvre dans l'entreprise, sur la façon dont l'expérience avait transformé sa vision des affaires. Evelyn écoutait tout dans un état de choc, se pinçant de temps en temps pour s'assurer qu'elle ne rêvait pas. « Est-ce que c'est réel? Est-ce que ça arrive vraiment ?» demanda-t-elle à plusieurs reprises. En arrivant à l'imposant bâtiment de verre et d'acier de Wallace Enterprises, Evelyn sentit une vague d'anxiété. Quelques semaines auparavant, elle avait été escortée hors de la commune criminelle, humiliée et licenciée devant tout le monde. Maintenant, elle revenait aux côtés du propriétaire, sur le point de devenir associée. L'ironie était presque trop forte à supporter. Les gardes de sécurité qui l'ignoraient autrefois lui ouvraient maintenant les portes et s'inclinaient. Les employés qui passaient s'arrêtaient et regardaient avec curiosité, certains la reconnaissant avec des expressions de choc. « N'est-ce pas la femme de ménage qui a été licenciée ?» entendit-elle quelqu'un chuchoter.
Henri la guida à travers le hall principal, le même où elle avait nettoyé le sol tant de fois. Maintenant, elle marchait sur le marbre poli, non pas comme une servante, mais comme une future copropriétaire. Ils entrèrent dans l'ascenseur de la direction, quelque chose qu'Evelyne n'avait jamais utilisé en 5 ans de travail. Pendant qu'ils montaient, Henri lui tenait la main, sentant sa nervosité et lui offrant un soutien silencieux. L'ascenseur s'arrêta au dernier étage où se trouvait l'auditorium principal de l'entreprise. « N'aie pas peur. Tu mérites d'être ici plus que quiconque », l'encouragea Henri. Les portes de l'auditorium s'ouvrirent, révélant des centaines d'employés rassemblés, des cadres supérieurs au personnel de nettoyage et d'entretien. Un murmure parcourut la foule lorsqu'ils virent Evelyne entrer aux côtés d'Henri. Des visages familiers la fixaient avec des expressions allant de la curiosité au choc. Sur la scène se trouvait un podium avec un microphone et Henri y guida doucement Evelyne. Elle pouvait sentir tous les yeux sur elle, la jugeant, l'interrogeant, spéculant. Que fait-elle ici ? Pourquoi est-elle avec Monsieur Wallace ? Chuchotaient des voix dans tout l'auditoire. Henri prit le microphone en premier, sa voix forte et claire résonnant dans l'auditorium. Il commença par parler de sa maladie, de la leucémie qui l'avait presque tué. L'auditoire écouta dans un silence absolu alors qu'il décrivait sa décision de tester la bonté des employés, de se déguiser en mendiant. Les visages commencèrent à pâlir lorsqu'il détailla les heures qu'il avait passées à être ignoré, méprisé, traité comme un déchet humain. Certains cadres qu'Evelyne reconnut commencèrent à bouger mal à l'aise sur leurs chaises. « J'ai passé des heures à notre porte, demandant juste un morceau de pain. 500 employés sont passés devant moi. Une seule personne s'est arrêtée, » révéla Henri d'une voix lourde. Henri désigna alors Evelyne, qui tremblait à ses côtés. Il raconta en détail comment elle avait partagé son unique repas, comment elle avait été gentille et respectueuse, comment elle avait prononcé les mots qui avaient tout changé, « Vous n'êtes pas seul. » L'auditorium était dans un silence de mort alors qu'il décrivait son licenciement injuste, le sacrifice qu'elle avait fait. Certains membres du personnel de nettoyage se mirent à pleurer, se souvenant de la scène. D'autres baissèrent la tête de honte. Cette femme a tout perdu pour avoir fait preuve d'humanité. Elle a été licenciée pour avoir eu un cœur, dit Henri d'une voix tremblante d'émotion. Ensuite, Henri raconta l'hôpital, la découverte miraculeuse qu'Evelyne était compatible, son risque de sa propre vie pour le sauver même sans savoir qui il était. Des halètements de surprise résonnèrent dans l'auditorium lorsqu'il révéla l'étendue de son sacrifice. Beaucoup ne connaissaient pas l'histoire du don de moelle osseuse, seulement celle du licenciement. Maintenant, ils comprenaient l'ampleur de ce qui s'était passé. Henri dut s'arrêter plusieurs fois, submergé par l'émotion en se souvenant. Evelyne pleurait en silence à ses côtés. Elle a failli mourir pour sauver un mendiant inconnu. Voilà la qualité de personne qu'est Evelyne, déclara-t-il. Henri fit alors l'annonce qui allait tout changer. D'une voix forte et claire, il déclara qu'Evelyne était maintenant associée de l'entreprise avec 30% des parts, qu'elle serait vice-présidente des relations humaines et du bien-être des employés, qu'aucune décision importante ne serait prise sans son approbation. Le silence fut rompu par des halètements de choc. Quelques applaudissements épars, principalement du personnel de nettoyage, et des murmures incrédules des cadres. Evelyne se couvrit le visage de ses mains, sentant l'ampleur du moment. « À partir d'aujourd'hui, Evelyne est mon associée et a tout mon soutien et ma confiance », annonça Henri définitivement. C'est alors qu'Evelyne vit Stanton se lever de sa chaise au premier rang. Le superviseur était rouge de rage et d'indignation, son visage tordu dans une expression de pur mépris. Il monta sur scène, ignorant les protestations des autres employés, et prit l'un des microphones latéraux. Sa voix tremblait de fureur lorsqu'il commença à parler, remettant en question la décision d'Henri, disant qu'il était absurde de mettre une femme de ménage ignorante dans une position de pouvoir. C'est ridicule. Elle n'a aucune qualification. Elle ne connaît rien à la gestion. C'est une blague, cria Stanton. Stanton continua ses paroles dures, énumérant tous les prétendus défauts d'Evelyne, inventant des histoires d'incompétence, de problèmes qu'elle n'avait jamais causés. Il fit appel aux préjugés des cadres, parlant de maintenir le standing de l'entreprise, de ne pas laisser le sentimentalisme détruire ce qui avait été construit. Certains cadres semblaient être d'accord, murmurant leur soutien. Evelyne se recroquevilla, chaque mot comme un couteau coupant sa confiance déjà fragile. Stanton se tourna alors directement vers elle. « Tu n'as pas ta place ici. Tu n'as jamais eu ta place. Tu n'es qu'une femme de ménage », cracha-t-il avec venin. Henri s'avança, se positionnant de manière protectrice devant Evelyne. «
Son expression avait complètement changé, l'homme d'affaires affable remplacé par le leader puissant qui avait bâti un empire. Sa voix était dangereusement basse quand il commença à répondre, mais chaque mot portait le poids de son autorité. Il rappela à tout le monde que l'entreprise était la sienne, construite avec sa sueur et son sacrifice, et que c'était à lui de décider qui méritait d'en faire partie. Stanton, vous représentez tout ce qui ne va pas dans cette entreprise. L'arrogance, la cruauté, le manque d'humanité, dit froidement Henry. Henry révéla alors qu'il avait enquêté sur les agissements de Stanton au fil des ans. Il avait découvert un schéma d'abus de pouvoir, de harcèlement moral envers les subordonnés, de personnes talentueuses licenciées sur un coup de tête. Il avait des documents, des témoins, des preuves d'années de comportements toxiques qui étaient passés inaperçus ou avaient été ignorés. Chaque révélation fit pâlir davantage Stanton, son assurance initiale s'évaporant. D'autres employés commencèrent à murmurer, certains confirmant les accusations avec leurs propres expériences. Vous êtes un tyran mesquin qui utilise le pouvoir pour détruire les gens. Combien d'Evelyn avez-vous détruites au fil des ans? Accusa Henry. Le coup de grâce vint lorsqu'Henry annonça que Stanton était licencié, avec effet immédiat. Pas seulement licencié, mais avec une note dans son dossier qui garantirait qu'aucune entreprise respectable ne l'embaucherait. Des gardes de sécurité montèrent sur scène pour l'escorter. Stanton tenta de protester, menaça de poursuites judiciaires, mais Henry avait tous les documents juridiques préparés. Alors qu'on l'emmenait, Stanton jeta un dernier regard haineux à Evelyn. « Tu le regretteras. Tu n'es rien. Tu ne seras jamais rien », cria-t-il en étant traîné. Evelyn tremblait après la confrontation, mais Henry lui prit la main et l'amena au microphone. C'était à son tour de parler, de s'adresser aux personnes avec qui elle avait travaillé, qui avaient été témoins de son humiliation. Elle regarda la foule, vit des visages familiers du personnel de nettoyage qui la soutenait, des cadres sceptiques, et tout le monde entre les deux. Elle prit une profonde inspiration et commença à parler. Sa voix, initialement faible, gagna en force. « Je sais que beaucoup d'entre vous doivent être confus, peut-être même indignés. Je le suis aussi, commença-t-elle honnêtement. Evelyn parla de sa vie, de sa connaissance de la lutte quotidienne de ceux qui travaillent dur pour peu, de la dignité du travail honnête, qu'il s'agisse de nettoyer des sols ou de diriger des entreprises. Elle promit qu'elle utiliserait sa nouvelle position pour s'assurer que tout le monde soit traité avec respect, que personne d'autre ne soit humilié comme elle l'avait été. Elle parla de créer des programmes de soutien, des avantages sociaux équitables, de réelles opportunités de croissance. Sa voix gagna en passion à mesure qu'elle parlait, et de plus en plus de gens commencèrent à prêter attention. Je ne prétendrai pas tout savoir sur la gestion. Mais je connais les gens, les besoins, la dignité, et j'apprendrai le reste, promit-elle. Lorsque Evelyn termina de parler, le silence ne dura qu'un instant avant d'éclater en applaudissements. Cela commença avec le personnel de nettoyage et d'entretien, puis se propagea aux employés administratifs, et finalement même certains cadres se joignirent. Pas tous. Certains avaient encore l'air sceptiques, mais beaucoup furent touchés par sa sincérité. Evelyn pleura ouvertement maintenant. Henry la serra dans ses bras sur scène, sans se soucier du protocole. « Tu as été parfaite. » Ils avaient besoin d'entendre ça, chuchota-t-il. Après la réunion, Henry emmena Evelyn voir ce qui serait son nouveau bureau. C'était un espace spacieux avec vue sur la ville, meublé avec élégance mais sans ostentation. Evelyn ne pouvait pas croire que cet endroit serait le sien, qu'elle y travaillerait. Elle toucha le bureau en bois poli, regarda par la fenêtre panoramique et dut s'asseoir lorsque ses jambes fléchirent. Henry s'assit à côté d'elle et expliqua qu'il avait tout préparé, des assistants, des consultants, un programme de formation personnalisé. « Je ne m'attends pas à ce que tu saches tout immédiatement, mais je fais confiance à ton jugement sur ce qui est juste, » l'assura-t-il. Evelyn se souvint alors de sa mère, qui attendait dans une salle de repos. Ils se précipitèrent pour la chercher, trouvant la vieille dame soigneusement prise en charge par le personnel avec du thé et des biscuits. La mère d'Evelyn rayonnait de fierté, racontant à qui voulait l'entendre la gentillesse de sa fille depuis son enfance. Quand elle vit Evelyn, elle se leva avec difficulté et la serra dans ses bras. Elles pleurèrent ensemble, des années de lutte et de sacrifice enfin récompensées. « Ta grand-mère disait toujours que tu étais spéciale. » « Elle avait raison, » dit la mère émue. Henry organisa un chauffeur pour ramener la mère d'Evelyn à la maison, promettant qu'à partir de maintenant, elles auraient tout le soutien nécessaire, médecin privé, aide à domicile, tout ce dont elles avaient besoin. La vieille dame baisa les mains d'Henry en signe de gratitude, le bénissant à plusieurs reprises. Avant de partir, elle lui chuchota quelque chose à l'oreille qui le fit sourire.
Evelyne demanda ce que sa mère avait dit, mais Henri se contenta de sourire mystérieusement. « Ta mère est une femme sage. Elle a dit, je vous ai sauvés tous les deux, mais la vérité, c'est que vous m'avez sauvé, révéla-t-il. » Alors que la journée touchait à sa fin, Evelyne et Henri restèrent au bureau, discutant de plans et d'idées. Evelyne partagea ses observations de ses années de travail dans le nettoyage, les besoins non satisfaits, les petites cruautés quotidiennes qui pouvaient être facilement corrigées. Henri écoutait attentivement, prenant des notes, impressionné par sa perspective unique. Ensemble, ils commencèrent à esquisser des changements qui transformeraient l'entreprise. Créons un endroit où l'humanité est valorisée autant que le profit, planifièrent-ils avec enthousiasme. À la tombée de la nuit, Henri insista pour emmener Evelyne dîner pour célébrer. Elle protesta qu'elle n'était pas habillée de manière appropriée, toujours dans ses vêtements simples, mais il dit que c'était parfait. Ils allèrent dans un restaurant simple qu'Evelyne connaissait, où la nourriture était bonne et honnête. Le propriétaire, qui connaissait Evelyne depuis des années, fut choqué de la voir avec le célèbre homme d'affaires. Pendant le dîner, ils parlèrent non pas comme un patron et une employée, non pas comme un riche et une pauvre, mais comme deux êtres humains qui avaient partagé quelque chose de profond. « Tu sais, Evelyne, de toute ma vie, je n'ai jamais eu de véritable ami. Je crois que j'en ai un maintenant, confessa Henri. » Evelyne lui raconta les jours difficiles après l'opération, le fait d'avoir failli être expulsée, la faim et le désespoir. Henri écouta les larmes aux yeux, lui demandant pardon de ne pas l'avoir trouvée plus tôt. Evelyne le rassura, disant que peut-être elle avait besoin de passer par là pour valoriser encore plus l'opportunité. Ils parlèrent de l'avenir, des changements qu'ils feraient ensemble, de la façon dont ils prouveraient que les affaires et la compassion pouvaient coexister. Ce n'était pas une souffrance vaine. Elle m'a rendue plus forte, plus déterminée à aider les autres, philosopha Evelyne. Quand Henri la déposa chez elle cette nuit-là, le petit appartement modeste semblait différent. Il n'avait pas changé physiquement, mais c'était maintenant un foyer sûr, sans la menace de l'expulsion, sans la peur du lendemain. Evelyne trouva sa mère dormant paisiblement, un sourire sur son visage vieilli. Elle s'agenouilla à côté du lit et fit une prière de gratitude. Elle remercia Dieu pour la vie d'Henri, pour l'opportunité reçue, pour la justice divine. « Merci, mon Dieu. Je promets d'utiliser cette bénédiction pour bénir les autres, » promit-elle en prière. Avant de dormir, Evelyne regarda par la fenêtre la ville illuminée. Quelque part là-dehors, il y avait d'autres personnes qui vivaient ce qu'elle avait vécu, la faim, le désespoir, l'injustice. Mais maintenant, elle avait le pouvoir de faire une différence. Elle ne serait pas juste une autre cadre riche et indifférente. Elle serait la voix des sans-voix, la défenseur des humbles, la preuve vivante que la gentillesse et le succès pouvaient aller de pair. Le téléphone sonna. C'était Henri, vérifiant juste s'ils étaient bien rentrés. « Dors bien, associé. Demain, nous commençons à changer le monde. » Un acte de gentillesse à la fois, dit-il avant de raccrocher. Evelyne s'allongea sur son matelas par terre, son corps encore endolori de l'opération, mais son cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis longtemps. Elle pensa à Stanton, probablement furieux quelque part, sans emploi tout comme elle l'avait été, mais elle ne ressentit aucune colère ni désir de vengeance, seulement de la pitié. Il avait choisi la cruauté et en récoltait les fruits. Elle avait choisi la gentillesse et récoltait maintenant des récompenses qu'elle n'avait jamais imaginées. Puisse-t-il trouver la rédemption? Tout le monde mérite une seconde chance, pensa-t-elle avant de s'endormir. Le soleil se leva différemment le lendemain matin pour Evelyne, filtrant à travers la fenêtre de son humble appartement avec une promesse de nouveau départ. Elle se leva du matelas par terre, ses muscles protestant encore contre l'opération récente, mais son esprit renouvelé par le changement extraordinaire de sa vie. Elle prépara le café pour sa mère avec les quelques ingrédients qu'il leur restait. Mais maintenant, sans l'angoisse de ne pas savoir d'où viendrait le prochain repas. Tandis que l'arôme du café remplissait la petite cuisine, elle regarda l'uniforme de femme de ménage accroché à la chaise et décida de le laver et de le ranger soigneusement. « Je n'oublierai jamais d'où je viens. Cet uniforme me le rappellera toujours, » pensa-t-elle en pliant le vêtement avec soin. Sa mère se réveilla à l'odeur du café, et Evelyne l'aida à se lever et à s'installer à la table de la cuisine. Les deux femmes burent leur café en silence pendant quelques minutes, assimilant encore les événements extraordinaires de la veille. La vieille dame tenait la main de sa fille à travers la table, les yeux pleins de fierté et d'admiration. Evelyne remarqua que les mains de sa mère tremblaient moins aujourd'hui, comme si le soulagement du stress financier affectait déjà sa santé. « Ma fille, tu as toujours été spéciale. Maintenant, le monde verra ce que j'ai toujours vu, » dit sa mère d'une voix émue.
Le téléphone sonna et c'était Henri, demandant si Evelyne pouvait arriver plus tôt à l'entreprise pour commencer à travailler sur les changements prévus. Elle accepta immédiatement. Ressentant un mélange d'anxiété et d'enthousiasme, elle prit une douche rapide et enfila sa meilleure tenue, qui était encore simple et modeste comparée à l'environnement d'entreprise dont elle faisait maintenant partie. Avant de partir, elle vérifia si sa mère avait tout ce dont elle avait besoin et promit de revenir déjeuner avec elle. « Va, ma fille. Va faire la différence pour laquelle tu es née », l'encouragea sa mère. Le trajet jusqu'à l'entreprise se fit dans la voiture qu'Henri avait envoyée. Une expérience encore surréaliste pour Evelyne, habituée à marcher ou à prendre des bus bondés. Le chauffeur la traita avec respect, l'appelant « Madame » et demandant si la température de la climatisation était confortable. Elle regarda la ville défiler par la fenêtre, voyant les mêmes rues sous une perspective différente. Plus en retard et inquiète, mais avec le temps de vraiment observer. C'est incroyable comme la même ville semble différente quand on n'est pas désespéré, réfléchit-elle à voix haute. En arrivant à l'entreprise, Evelyne fut accueillie par une assistante qu'Henri lui avait assignée. C'était une jeune femme compétente mais aimable qui ne montrait aucun préjugé sur le fait qu'Evelyne avait été femme de ménage. Elle guida Evelyne jusqu'au bureau, expliquant les systèmes de base, montrant où se trouvaient les départements, présentant les personnes clés. Evelyne absorbait tout comme une éponge, déterminée à apprendre et à être digne de l'opportunité qui lui était donnée. « Ne vous inquiétez pas de tout mémoriser aujourd'hui. Je suis là pour vous aider avec tout ce dont vous avez besoin », la rassura l'assistante. Henri apparut peu après, portant une pile de rapports sur les conditions de travail des employés à différents niveaux. Il avait passé la nuit à examiner les documents, découvrant des disparités salariales, un manque d'avantages sociaux de base pour les employés de niveau inférieur et d'autres injustices qui s'étaient accumulées au fil des ans. Ils s'assirent à la table de réunion dans le bureau d'Evelyne et commencèrent à analyser chaque problème. Evelyne apporta des informations précieuses basées sur son expérience, soulignant des besoins que les rapports ne saisissaient pas. « Regarde ici, Henri. Le personnel de nettoyage n'a nulle part où réchauffer sa nourriture. Il mange des repas froids tous les jours, observa-t-elle en montrant une photo de la cafétéria. Le premier projet qu'Evelyne proposa fut de créer une cafétéria digne de ce nom pour tous les employés, pas seulement les cadres. Un espace où chacun pourrait prendre des repas décents, quel que soit son poste. Henri approuva immédiatement et appela le département des infrastructures pour commencer la planification. Evelyne insista pour participer à chaque réunion, apprenant les budgets, les délais, la logistique. Elle posa des questions que personne n'avait envisagées auparavant. Et les personnes ayant des restrictions alimentaires? Et ceux qui ont besoin de manger à des heures différentes à cause de leur service? Questionna-t-elle lors des discussions. Pendant la première semaine, Evelyne établit une routine, arriver tôt et parcourir tous les étages de l'entreprise, parlant avec les employés de tout niveau. Elle connaissait beaucoup de membres de l'équipe de nettoyage et d'entretien de ses années de travail, mais maintenant elle faisait aussi des efforts pour rencontrer les secrétaires, les analystes, les directeurs. Chaque conversation révélait de petits problèmes qui, accumulés, créaient un grand mécontentement. Elle tenait un carnet où elle notait tout, du manque de fontaine à eau à certains étages à la nécessité d'une garderie pour les employés avec enfants. « Combien de temps perdez-vous chaque jour à aller chercher de l'eau à un autre étage ?» demanda-t-elle aux employés du 3e étage. Henri regardait Evelyne travailler avec une admiration croissante. Elle avait une capacité naturelle à faire en sorte que les gens se sentent écoutés et valorisés. Des employés qui n'avaient jamais exprimé leur mécontentement commencèrent à la chercher, confiant qu'elle se souciait vraiment. En 2 semaines, Evelyne avait identifié des dizaines d'améliorations simples qui feraient une grande différence dans la qualité de vie des travailleurs. Henri approuva un budget spécial pour mettre en œuvre ces changements. « Evelyne, tu as accompli en 2 semaines ce que des consultants n'ont pas réussi en des années », la loua-t-il lors d'une réunion. La transformation la plus significative eut lieu lorsqu'Evelyne proposa un programme d'éducation pour les employés. Elle avait découvert que beaucoup voulaient étudier mais manquaient de ressources ou de temps. Elle proposa que l'entreprise offre des bourses et des horaires flexibles à ceux qui voulaient se qualifier. Henri non seulement approuva, mais élargit l'idée, créant des partenariats avec les universités locales. Le premier à s'inscrire fut un homme de maintenance qui rêvait de devenir technicien en électronique. « J'ai toujours voulu étudier, mais avec 5 enfants, il n'y avait jamais assez d'argent. »« Merci, Madame Evelyne », dit-il les larmes aux yeux. Evelyne institua également un programme d'aide d'urgence pour les employés en difficulté, un fonds pour aider en cas de maladie familiale, d'accident ou d'autres crises.
Elle insista pour que ce soit confidentiel et sans bureaucratie excessive, se souvenant de ses propres difficultés quand elle avait eu besoin d'aide. La première à en bénéficier fut une réceptionniste dont le fils avait besoin d'une opération chirurgicale. La femme pleura en apprenant que l'entreprise couvrirait les frais. « Mon fils pourra marcher normalement à nouveau. Comment puis-je vous remercier ?» sanglota la mère reconnaissante. Lors des réunions avec les cadres, Evelyne se sentit d'abord intimidée, mais Henri la soutint toujours, validant ses contributions et s'assurant qu'elle soit entendue. Avec le temps, elle gagna en confiance et commença à défendre ses idées plus fermement. Lorsqu'un directeur remit en question le coût des avantages proposés, elle présenta des chiffres montrant comment des employés plus satisfaits produisaient plus et manquaient moins de jours. Son argumentation simple mais solide convainquit même les plus sceptiques. Investir dans les gens n'est pas un coût. C'est un investissement dans l'avenir de l'entreprise, argumenta-t-elle avec conviction. L'amitié entre Evelyne et Henri s'approfondit chaque jour. Ils déjeunaient souvent ensemble, non pas dans des restaurants chers, mais dans la nouvelle cafétéria qui avait été construite. Henri découvrit le plaisir des repas simples partagés avec quelqu'un qui le voyait comme une personne, pas comme une source d'argent ou de pouvoir. Evelyne le faisait rire avec des histoires de sa vie. Et il partageait des souvenirs de l'époque où il avait commencé l'entreprise avec juste un rêve. « Tu sais, Evelyne, j'avais oublié pourquoi j'avais commencé tout ça. Tu m'as fait m'en souvenir », confessa-t-il pendant le déjeuner. Evelyne tenait à maintenir le contact avec tout le personnel de nettoyage, s'assurant qu'ils ne se sentent pas abandonnés maintenant qu'elle avait gravi les échelons. Elle créa un système de rotation où ils pouvaient participer aux réunions et faire des suggestions directement. L'une des femmes de ménage suggéra de changer les produits de nettoyage pour des options moins toxiques, ce qui fut immédiatement mis en œuvre. La même femme fut promue superviseur du développement durable. Qui de mieux pour prendre soin de l'environnement que quelqu'un qui le nettoie tous les jours? Justifia Evelyne lors de la réunion du conseil d'administration. La santé de la mère d'Evelyne s'améliora considérablement avec l'accès à des médecins appropriés et à des médicaments réguliers. La vieille dame passait maintenant ses après-midi dans un centre communautaire que l'entreprise avait créé pour les membres de la famille des employés. Là, elle faisait de l'artisanat, parlait avec d'autres dames et se sentait utile en enseignant la couture. Evelyne lui rendait visite tous les jours à midi et elle partageait les nouvelles. « Je suis si fière de toi, ma fille. Ton père le serait aussi », disait fréquemment sa mère. Un mois après sa prise de fonction, Evelyne reçut une visite inattendue. Donna Rosa, la collègue avec qui elle avait partagé des sandwichs tant de fois, apparut dans son bureau. La dame était à la retraite mais avait du mal avec une pension minimale. Evelyne l'embaucha immédiatement comme consultante pour le programme de bien-être des employés âgés. Donna Rosa pleura en signant le contrat. « Tu ne nous as pas oubliés, Evelyne. Que Dieu te bénisse », remercia-t-elle avec émotion. Henri commença à emmener Evelyne à des réunions avec d'autres hommes d'affaires, la présentant comme son associé et son bras droit. Au début, beaucoup montrèrent de la surprise et même du dédain en découvrant ses origines modestes, mais Evelyne les conquit avec son authenticité et ses idées novatrices. Lors d'une réunion sur la responsabilité sociale, elle proposa que les entreprises adoptent les rues voisines, les gardant propres et sûres. L'idée fut si bien accueillie qu'elle devint un programme municipal. « Parfois, les meilleures idées viennent de ceux qui voient les problèmes de près », dit-elle aux hommes d'affaires. L'entreprise commença à recevoir des distinctions pour la transformation de sa culture organisationnelle. Les journalistes voulaient interviewer Evelyne sur son histoire extraordinaire, mais elle insistait toujours pour partager le mérite avec Henri et se concentrer sur les changements mis en œuvre, pas sur elle-même. Dans une interview, elle dit quelque chose qui devint viral sur les réseaux sociaux. Ce n'était pas de la chance. C'était la conséquence naturelle de la gentillesse. Quand on plante la compassion, on récolte des miracles, déclara-t-elle avec simplicité. Evelyne mit en place un programme où les cadres passaient une journée par mois à travailler dans des fonctions opérationnelles, nettoyage, entretien, réception. La résistance initiale fut grande, mais Henri la soutint pleinement, étant lui-même le premier à participer. Voir le président de l'entreprise nettoyer les toilettes eut un impact profond sur la culture d'entreprise. Les cadres commencèrent à traiter les employés de tout niveau avec plus de respect. « Maintenant, je comprends à quel point votre travail est difficile et important », admit un directeur après sa journée de nettoyage. 3 mois après son arrivée, Evelyne découvrit que de nombreux employés vivaient loin parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre de payer un loyer près de l'entreprise. Elle proposa de créer une allocation logement échelonnée en fonction du salaire.
Ceux qui gagnaient moins recevraient une aide proportionnellement plus importante. Henri calcula les chiffres et approuva, réalisant que les employés qui passaient moins de temps et d'argent dans les transports étaient plus productifs et plus heureux. C'est un calcul simple. Un employé heureux est un employé productif, expliqua Evelyne au conseil d'administration. La transformation de l'entreprise attira des talents qui n'auraient jamais envisagé d'y travailler auparavant. Les jeunes professionnels voulaient faire partie d'une entreprise aux valeurs humaines. Le taux de rotation chuta de façon spectaculaire, économisant des millions en recrutement et en formation. Evelyne créa un programme de mentorat où les employés expérimentés enseignaient aux nouveaux venus, créant des liens et préservant les connaissances. Tout le monde a quelque chose à enseigner et quelque chose à apprendre, était la devise du programme. Alors que les dernières familles quittaient le parc et que les lumières commençaient à s'allumer dans la ville, Evelyne et Henri restèrent assis, planifiant en silence les prochaines étapes de leur mission. Ils avaient transformé une entreprise, mais le monde était plein d'entreprises ayant besoin de transformation. Ils avaient changé des centaines de vies, mais des millions avaient encore besoin de changement. Le voyage qui avait commencé avec un sandwich partagé sur un trottoir froid était devenu un mouvement de compassion et de justice. La gentillesse est contagieuse, Henri. Continuons à propager cette épidémie, dit Evelyne en se levant. Ils retournèrent ensemble au bâtiment de l'entreprise, maintenant illuminé et accueillant, si différent de cet endroit froid où tout avait commencé. Le personnel de nettoyage de nuit les salua chaleureusement, sans la servilité du passé, mais avec un respect sincère. Evelyne connaissait chacun par son nom, connaissait leur famille, leurs rêves. Henri avait appris à faire de même. Ensemble, ils avaient créé plus qu'une entreprise prospère. Ils avaient créé une communauté. Chaque vie que nous touchons en touche 10 autres. C'est comme ça que nous changeons le monde, philosopha Evelyne. En se disant au revoir cette nuit-là, Henri serra Evelyne dans ses bras pendant un long moment, une étreinte de gratitude infinie et d'amitié véritable. Deux êtres humains que le destin avait unis de manière extraordinaire, prouvant que les miracles se produisent lorsque la gentillesse rencontre l'opportunité. Evelyne retourna à son simple appartement où sa mère l'attendait avec du thé chaud et des biscuits. Elles s'assirent ensemble, la fille racontant sa journée, la mère écoutant avec une fierté infinie. « Tu as accompli plus en un an que beaucoup ne le font en une vie entière », dit sa mère. Evelyne regarda par la fenêtre avant d'aller dormir, voyant la même ville, les mêmes étoiles, mais tout semblait différent maintenant. Elle avait appris qu'un acte de gentillesse, aussi petit soit-il, peut créer des vagues qui transforment des océans entiers. Son sacrifice pour aider un sans-abri s'était multiplié en espoir pour des centaines de personnes, et ce n'était que le début. Elle ferma les yeux un instant, se souvenant de cette nuit fatidique où elle avait partagé son dernier sandwich avec un homme qu'elle pensait n'être qu'une autre victime de l'indifférence sociale. Qui aurait pu imaginer que ce simple geste, né d'une pure compassion, changerait tant de vies? Pas seulement la sienne et celle d'Henri, mais celle de chaque employé qui avait maintenant de la dignité au travail. Chaque famille qui dormait paisiblement en sachant qu'il y avait sécurité et soutien. Chaque jeune qui pouvait maintenant rêver d'éducation et d'un avenir meilleur. Des larmes roulèrent doucement sur son visage, non pas de tristesse mais de profonde gratitude. Gratitude d'avoir été un instrument de transformation, d'avoir prouvé que la gentillesse n'est pas une faiblesse, mais la plus grande force qui soit. Elle pensa à tous ceux qui avaient encore besoin d'aide. Toutes les entreprises où les employés étaient traités comme des numéros. Toutes les Evelyne et les Henri du monde entier qui attendaient que quelqu'un leur tende la main. Demain, nous en ferons plus. On peut toujours en faire plus, murmura-t-elle avant de s'endormir, en paix avec son but trouvé. Et tandis que le sommeil l'enveloppait doucement, un sourire serein resta sur ses lèvres, car elle savait qu'elle avait trouvé non seulement un emploi ou un poste, mais sa véritable mission dans la vie, être la preuve vivante que lorsque nous choisissons l'amour plutôt que la peur, la compassion plutôt que l'indifférence, et l'humanité plutôt que le profit, les miracles ne se contentent pas d'arriver, ils se multiplient à l'infini, touchant des vies de manière que nous ne pourrions jamais imaginer. Maintenant, dites-moi dans les commentaires d'où vous venez et dites-moi, avez-vous aimé cette histoire? Alors, abonnez-vous à la chaîne. Laissez votre like et regardez la prochaine vidéo qui vous attend ici sur l'écran.